Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence nombreuse. J'ai essayé de... Je ne sais pas si le chauffage est allumé. Non, j'ai demandé qu'on allume le chauffage parce que... Bien. Alors, je suis très heureux d'accueillir tout le monde, conseiller de quartier et public ce soir pour cette réunion du nouveau conseil de quartier de Pasteur-Montparnasse, puisque, comme vous le savez sans doute, enfin, les conseillers de quartier par définition, oui, mais pas forcément le public, nous avons renouvelé à mi-mandat, c'est-à-dire au bout de 3 ans, la totalité des collèges habitants et associations des conseils de quartier. Je l'ai souhaité pour que 2 fois plus de citoyens puissent participer dans le cadre, à l'occasion, enfin au cours d'une mandature, à ces instances de démocratie participative. Donc il y a eu une première formation de conseil de quartier pendant 3 ans, et là c'est la deuxième partie pour les 3 prochaines années. Et donc évidemment, je voudrais féliciter, alors je ne dirais pas tous les élus, parce qu'aucun n'est élu, sauf le président, que je félicite, mais tiré au sort en tout cas, puisque voilà, vous êtes en place depuis le 17 octobre, c'est-à-dire depuis la date du tirage au sort en mairie sous contrôle d'huissier des conseillers de quartier, des collèges habitants et associatifs. Vous savez qu'il y a 4 collèges dans les conseils de quartier. Je l'ai dit, collège habitants avec 12 titulaires et 12 suppléants. Un collège associatif avec 4 associations. Ensuite, un collège de 4 personnalités qualifiées. Bon, ça peut être par exemple le directeur de l'Institut Pasteur, des choses comme ça. Et puis aussi un collège, bien sûr, élu à la proportionnelle des groupes. J'ai souhaité aussi, depuis la fin de la dernière mandature, que ce ne soit plus mon adjoint, Jean-Philippe Pierre, bien qu'il n'ait pas démérité, qui préside le conseil de quartier, parce qu'il en est ainsi dans nos 10 conseils de quartier de l'arrondissement, mais que ce soit un habitant, alors cette fois-ci élu au sein du conseil de quartier, puisque voilà, ça paraît être quand même encore plus légitime et plus démocratique que ce soit un habitant qui préside les conseils de quartier, l'adjoint étant là en soutien administratif notamment, et pour évoquer toutes les questions qui concernent le conseil de quartier pour les traiter de façon administrative, que ce soit en mairie d'arrondissement ou en mairie centrale. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors c'est vrai que l'appel à candidature que nous avions lancé au mois de juillet pour laisser le temps aux habitants de se présenter a été assez productif, puisque nous avons eu 620 candidats pour les conseils de quartier et plus de 50 associations qui se sont portées volontaires. J'en profite bien sûr, parce qu'il y en a peut-être dans la salle, saluer le travail accompli par 240 conseillers de quartier au cours des 3 années écoulées, dont certains sont peut-être présents ici. Bien sûr, saluer les habitants et les représentants associatifs qui ont été tirés au sort et qui se sont engagés. Donc vous êtes engagés pour 3 ans au service de la vie locale, au service de vos concitoyens, pour contribuer, c'est quand même l'objectif que nous poursuivons tous, à l'amélioration de la vie quotidienne dans votre quartier, grâce aussi aux différents moyens qui sont mis à disposition. Je donne un certain nombre d'informations techniques ou administratives. Le conseil se réunit 3 fois par an, en réunion publique, donc ouverte à tous, comme ce soir, qui est une réunion d'installation. C'est la raison pour laquelle, finalement, c'est moi qui préside l'ouverture de ce conseil de quartier pour l'installer, puisqu'ils siègent tous en délégation du maire, si je peux dire. Donc, 3 fois par an, ce qui n'empêche pas d'autres réunions. Il y a des réunions préparatoires des conseils de quartier, dans lesquelles, d'ailleurs, les conseillers de quartier fixent leur ordre du jour. Ce n'est pas la mairie qui fixe l'ordre du jour. Le conseil de quartier est autonome dans la fixation de son ordre du jour. Il est maître de son ordre du jour. Il y a aussi, bien sûr, des marches exploratoires, des réunions dédiées sur tel ou tel sujet pour les conseillers de quartier et des actions sur le terrain. Il y a beaucoup de réunions de concertation, que ce soit en matière d'urbanisme et de voirie, d'espace public principalement, auxquelles sont associés bien sûr les conseillers de quartier, puisqu'on ne peut pas associer toute la population, mais il y a aussi des réunions bien sûr ouvertes à l'ensemble du public. Les sujets principaux sont bien sûr voirie, espace vert, urbanisme, propreté, sécurité, comme
ce soir. D'ailleurs, le thème de la sécurité a été choisi par vos conseillers de quartier. Il s'agit d'identifier les points d'amélioration, souvent dans ces réunions dédiées, et puis de faire remonter aussi les problématiques locales. Donc, oui, il y a aussi un autre point que je voudrais évoquer qui est un peu parallèle, mais qui vous concerne aussi, qui est le budget participatif. Vous connaissez le principe du budget participatif, qui consiste à dériver une partie du budget municipal pour le 15e à hauteur de 6,5 millions d'euros et laisser le choix des projets qui seront financés par ces 6,5 millions aux citoyens dans le cadre d'une période d'idéation, c'est-à-dire de propositions formulées par les habitants à peu près au mois de février, qui envoient des propositions de projets locaux à la mairie du 15e. Et puis ensuite, une phase de vote. Enfin, il y a d'abord, entre les deux, une commission qui se réunit, que je préside, pour retenir un certain nombre de projets sur des critères plutôt objectifs, c'est-à-dire qu'on élimine ceux qui ne sont pas faisables, en fait, dont la faisabilité n'est pas avérée, parce que budgétairement, techniquement, administrativement, juridiquement, ce n'est pas possible. Et puis ensuite, il y a une phase de vote en octobre, en novembre, qui permet de choisir les 7 ou 8 projets, 12 projets qui, dans le cadre de cette enveloppe de 6,5 millions, sont plébiscités, si je peux dire, par la population. Il y a pas mal de projets qui ainsi peuvent voir le jour. Les conseils de quartier sont également dotés, en dehors du budget participatif, d'un budget d'animation, alors qui est quand même plus modeste, puisqu'il est de 3 306 € par an. C'est plus modeste, c'est clair. Et d'un budget d'investissement de 8 264 € par an, qui permet de réaliser des petits aménagements locaux, ce qui permet quand même des petites améliorations dans les quartiers. Ça peut être des travaux d'entretien de voirie ou d'espaces verts, de plantation, de création de zones de stationnement pour vélos, etc., d'installation de jardinières, de ralentisseurs sur l'espace public. Enfin, c'est des demandes qui nous sont formulées en général. Ce que je voulais faire observer à chacun, c'est qu'il faut se précipiter pour trouver des projets, parce que le temps administratif est un temps long, je dirais même très long, et que ce qui est voté en début de mandature, parfois n'est pas réalisé en fin de mandature, hein, étant donné les délais assez considérables qui sont nécessaires à Paris sur le plan technique, administratif, juridique, pour mettre en place des projets. C'est très long, donc plus les projets sont décidés de bonne heure et plus ils sont réalisés facilement. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que si vos propositions dépassent l'enveloppe que j'indiquais des budgets annuels, notamment d'investissement ou de fonctionnement, j'ai décidé de mettre à votre disposition des compléments budgétaires sur le budget de la mairie d'arrondissement. Pas gigantesque, bien sûr, mais ça permet parfois de boucler des budgets. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour terminer, vous inviter à une réunion. Alors, je parle des conseils de quartier, des conseillers de quartier, hein, puisque nous avons souhaité mettre en place une séance de formation des conseillers de quartier qui aura lieu le mardi 19 décembre à 19 h en mairie d'arrondissement. Et j'ai demandé à ma direction générale des services, comme je le fais à chaque fois d'ailleurs lorsqu'il y a une nouvelle composition de conseil de quartier, de venir vous expliquer un peu de façon assez sommaire, bien sûr, parce que sinon vous pourriez passer des journées et des nuits entières à comprendre le fonctionnement de la mairie de Paris et des mairies d'arrondissement. Mais en tout cas, que vous ayez quand même les principaux éléments d'information sur la façon dont ça fonctionne et le rôle que vous pouvez y jouer. Voilà ce que je voulais dire, en remerciant aussi le commissaire, ça sera fait évidemment par mes collègues et présidents, remercier le commissaire central du 15e, Damien Vallot, de sa présence pour une séance qui, si j'ai bien compris, sera consacrée entièrement, donc c'est la fête, à la sécurité du quartier. Voilà, merci. Et la police municipale, et puis madame aussi, bien sûr, puisqu'il y a la police nationale maintenant, la police municipale aussi, qui est chef de service à la police municipale également. Donc, merci à toutes et tous. Et maintenant, moi, je n'ai plus qu'à transférer le bâton de président au président Lauzin, qui va de main de maître, j'imagine, avec les élus qui l'encadrent, faire de ce conseil de quartier un fleuron dans le 15e arrondissement. Voilà. Non. Ça va à toi. Là, tu as le micro.
Merci, monsieur le maire, et merci de votre présence ainsi que de votre message d'accueil, de bienvenue pour la mise en place de ce nouveau conseil de quartier, nouvelle mandature, si je puis dire. Alors, je suis venu avec une vieille relique. C'est un petit classeur qui a 21 ans, parce qu'il y a 21 ans, j'avais été... Ah oui, vous n'étiez pas né. Il y a 21 ans, j'avais été tiré au sort, comme ces derniers temps, pour être conseiller de quartier. Et donc la ville de Paris nous avait invités à l'hôtel de ville, nous avait remis un petit classeur qui présentait les rôles et les missions du conseil de quartier, qui sont exactement les mêmes, donc c'est très intéressant. Je ne vais pas le reparcourir, mais il y a 2 points. Vous avez évoqué le budget d'investissement et le budget de fonctionnement. Il y a 20 ans, c'était exactement les mêmes sommes à l'euro près. Donc je pense que la ville de Paris pourrait faire un petit effort et permettre à l'ensemble de tous les conseils de quartier du 15e, mais aussi de Paris, pour nous permettre d'avoir de petites actions et d'être peut-être un peu plus autonome financièrement qu'il y a 20 ans. Et puis quand on parcourt toutes les thématiques, il y avait des petites fiches. Il y avait le sujet, par exemple sur la propreté, le sujet des rats. Donc il y a 20 ans, le sujet des rats était déjà un sujet. Et c'était bien marqué que le rat était un vecteur de maladie et qu'il fallait éradiquer les rats. Alors, comme je faisais aussi partie du conseil de quartier il y a 3 ans avec les rats, et qu'une adjointe de la ville de Paris nous disait que les rats, que c'était gentil comme tout, j'espère que la nouvelle adjointe de la ville de Paris, peut-être que l'on pourra convier, prendra compte que les rats, c'est quand même si ce sont des adorables petits animaux, j'en doute pas, mais qu'à un moment donné, que ce sont des nuisibles et il faut les combattre et les éradiquer. Donc voilà, je vous... C'est ma cause. On va faire un tour de table et vous allez tous vous présenter rapidement. Je voudrais, juste avant de faire... on va peut-être commencer en fait tout simplement par faire un tour de table où tous les nouveaux conseillers, parce qu'il y a une bonne partie, qui vont chacun à tour de rôle se présenter assez rapidement en vous présentant peut-être le quartier, sans donner bien sûr votre adresse, mais le quartier dans les quelques rues à laquelle vous habitez, si vous êtes dans le 15e depuis très longtemps ou depuis juste quelques mois, pour les associations, votre rôle, l'objet que vous faites, et puis pourquoi pas si vous avez quelques idées. Donc on va commencer par vous, madame, par un rapide tour de table. Il y a des micros. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Gaëlle Nguyen Van. J'ai été élue comme membre suppléant au titre des habitants, et donc j'habite le 15e depuis environ 15 ans. J'ai habité pendant un certain temps avenue de Vaugirard vers la Convention, à côté de la place de la Convention, et j'habite maintenant boulevard Pasteur, à côté de Montparnasse, depuis à peu près 5 ans. Et donc voilà, et je m'intéresse à mon quartier, je m'intéresse au 15e, et c'est pour ça que je suis là ce soir. Moi, je suis Alexandre Kitoutou. On m'appelle peut-être Mako, c'est éradiquer les rats. J'étais à l'autre côté, invité à la table maintenant. Espérons aller plus loin encore pour vraiment éradiquer les rats. Et il y a d'autres causes dans notre quartier, parce que nous sommes dans un quartier où il y a la gare Montparnasse. La gare Montparnasse, c'est plein de voyageurs. Donc il y a des déchets partout qui apportent justement les rats, qui apportent des tentes posées partout, les services sociaux, etc. Mais bon, il y a quand même des tentes qu'il faudrait peut-être s'occuper de ces gens-là ou trouver une solution. Parce qu'autour de la gare Montparnasse pullulent les tentes cachées. Moi qui parcours avec mon vélo, je regarde. Et ensuite, il y a aussi cette histoire. Je suis sur Georges Duhamel. On a la rue André Gide. Tout le temps, on a des problèmes avec l'extinction d'éclairage public répétitif. Voilà. J'ai tellement de dossiers. Il y aura 3 ans pour ça. Je vais passer la main donc à ma collègue. Merci. Alors, bonjour, Estelle Hérault. Alors, moi, je suis nouvelle, donc je n'ai pas encore tous mes dossiers à lister. Voilà, du coup, je me réjouis qu'il y ait une réunion de formation dans une quinzaine de jours. Ça me paraît très intéressant. J'habite donc
dans le 15e depuis quelques années. Après y être née, j'ai eu la joie d'y revenir. Et petit à petit, toute la famille, du coup, commence à s'installer dans le 15e. Donc, c'est un arrondissement voilà, qui compte particulièrement. Et sinon, moi, je suis juste à côté d'ici, à côté du musée Antoine Bourdelle. Et donc, voilà. Et je me réjouis de cette nouvelle aventure. Que je passe la parole. Merci. Bonsoir, je m'appelle Jean-Pierre Salomon, je suis dans le quartier depuis plus de 40 ans, j'habitais Duplex, rue André Gide, j'ai habité boulevard Pasteur et je suis depuis 35 ans au restaurant qui s'appelait avant Le Pot-au-Feu et qui aujourd'hui s'appelle La Belle Étincelle. Et je suis vice-président de l'association de Village Pasteur Montparnasse-Vaugirard. Esther Montagne-Grinda, collège habitant. Je précise que l'Esprit de Montparnasse, je suis aussi la présidente de cette association et que le vice-président va arriver un petit peu en retard. Donc, je vous prie de m'excuser pour lui. Je suis la présidente de l'association Village Pasteur Vaugirard, Montparnasse. Et en ce moment, je tiens à vous dire que je prépare les lumières de Noël, le lancement de Noël. Et il y aura le 8 décembre, à partir de 17h, une invitation devant le métro Pasteur pour l'inauguration du lancement des Lumières de 17h à 19h30. Voilà. Et je serais ravie que vous veniez participer, vin chaud et animation sympathique. Merci. Donc, je passe la parole à ma camarade. Merci. Bonsoir, Valérie Baudat. Donc, je suis membre au titre du Collège des personnalités qualifiées. Je représente le musée de la Poste. Musée de la Poste, donc, qui se situe boulevard de Vaugirard et qui est installé dans le quartier depuis 1973. Donc, au titre du musée, nous sommes ravis de participer à ce rendez-vous et de pouvoir participer et agir dans le quartier. Bonsoir, Béatrice Balanec, donc chef de service à la police municipale. Donc police municipale de Paris du 15e, une jeune police municipale puisqu'elle vient juste de fêter ses 2 ans d'existence. Donc nous, pour l'instant, nous sommes 88 agents, sans compter les agents d'accueil, les agents de square, les médiateurs et les agents de mairie. En tout, c'est à peu près 140. Mais je parle surtout des agents qui sont sur le terrain au quotidien. Sur ces 88 agents, il y en a 50 qui sont policiers municipaux. Là, il y a une autre formation qui va se faire en janvier et une prochaine aussi en avril. Donc, ça va agrandir encore le nombre de PM qui vont faire partie de nos effectifs. Nous avons une brigade de soirée, dont mon collègue, chef de brigade de la brigade de soirée. On a 18 effectifs sur cette brigade. Donc, qui fonctionne de 16h à minuit. Et après, il y a une relève, c'est une autre, mais qui n'est pas sur le 15e, mais qui vient quand même effectuer des rondes sur le 15e. Donc, voilà. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis le commissaire Vallot, je suis commissaire divisionnaire et commissaire central du 15e arrondissement. Donc, moi, j'ai la lourde charge de porter l'héritage d'une institution plus que centenaire, puisque la préfecture de police a été créée au XVIIe siècle, mais elle est toujours présente, vaillante et disposée aujourd'hui à répondre à toutes les questions que vous voudrez bien nous poser. Quelques points effectivement de présentation. Le 250 rue de Vaugirard, c'est l'antenne principale, donc le commissariat central. Nous avons également une antenne de police qui est située rue Linois, qui, elle, fait de l'accueil du public du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Le 250 rue de Vaugirard, donc juste à côté de la mairie, est ouvert, lui, 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'est de là que sont projetées les équipes de police qui répondent aux missions de police secours qui font suite à un appel 17, et aussi les équipes qui conduisent des missions d'initiative qui sont faites de par nos objectifs qui sont la lutte contre la petite et moyenne délinquance, mais aussi les différents échanges très nombreux
entre les structures du commissariat, à commencer par la cellule d'écoute et traitement des doléances, la réunion des groupes de partenariat opérationnel auxquels participe votre président, on en touchera un mot tout à l'heure, et les différents échanges que mes effectifs peuvent avoir avec les représentants des conseils de quartier, puisque l'un d'entre vous, l'un des membres du conseil de quartier sera présent, en tout cas invité chaque mois au commissariat pour une réunion sur la thématique évidemment sécurité, pour parfaire et nous aider à être plus efficients dans notre action pour votre propre sécurité et votre tranquillité. Merci. Peut-être un micro. Peut-être un micro par là. Vous avez des micros? Attends, il y a un micro. Bonsoir à toutes et tous. Fatia Agoun, je suis conseillère d'arrondissement du groupe Paris en commun et Lutte gauche. Et j'habite le quartier, juste au 131 rue de Vaugirard. Alors même si tout le monde me connaît dans la salle, Jean-Philippe Pierre, je suis adjoint au maire du 15e arrondissement, adjoint de Philippe Goujon. Je suis plus particulièrement en charge du quartier Pasteur-Montparnasse et Saint-Lambert. Alors, comme le micro passe juste devant moi, donc toujours Jean-François Lauzin, j'habite le 15e bien depuis toujours, quartier en haut du boulevard Pasteur, rue de l'Armorique. J'ai été, comme je l'ai indiqué, conseiller de quartier il y a plus de 20 ans. J'ai été un élu dans la dernière mandature municipale. Et là, je suis à nouveau dans le conseil de quartier et le président. Oui, bonsoir. Je suis donc Jean-Pierre Prost, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'ancien président du conseil de quartier. Je n'ai pas été tiré au sort. Je fais partie du collège des associations comme président de l'amicale des kinés du 15e. J'ai toujours vécu dans le 15e. J'ai fait mes études. J'ai travaillé en libéral. J'ai travaillé en hospitalier aussi dans le 15e. Puisque j'ai le micro, je voudrais simplement remercier les anciens membres et vous, les participants, parce que pendant 3 ans, on a fait un gros boulot au niveau du boulevard Pasteur, du boulevard de Vaugirard, des fêtes de quartier. Nous avons essayé de lutter contre les rats, monsieur. Ça a été très difficile, on n'a pas réussi d'avoir de date. Enfin, je voulais vous remercier tous, ainsi que le maire, notre maire, Jean-Philippe Pierre, la police municipale et la police nationale. Je souhaite plein de réussite à ce nouveau conseil. Bonsoir, je suis Didier Jugue, je suis ici au titre du collège Habitant. J'habite dans le 15e depuis une douzaine d'années, rue de Vaugirard. Voilà. Bonsoir à tous, Christelle Andrès, je suis arrivée dans le 15e rue d'Alençon en 2018. Donc je continue à découvrir ce quartier et mon métier fait que je connais bien les problématiques publiques. Donc ça m'intéresse de pouvoir contribuer à la vie du quartier. Bonsoir, Zelda Bienier. Je suis la responsable de l'EVS, Espace de vie sociale Necker-Falguière. Et je suis à ce conseil en tant que personnalité qualifiée. Et je remercie Monsieur le maire de m'avoir nommé. Bonsoir, je suis Séverine Lesault du collège Habitant. Je suis revenue habiter dans le 15e il y a 6 ans et je suis du côté du haut du boulevard Pasteur, donc près de la rue Armorique. Donc, bonsoir, Sonia Raka. Donc, je suis dans le quartier depuis 8-9 ans. Donc, je suis nouvelle dans le conseil d'arrondissement et j'habite juste à côté, à Falguière. Voilà. Merci. Bonsoir, Agnès Varna, collège des habitants. J'habite rue de Vaugirard, comme beaucoup de personnes ici, mais plus particulièrement du côté de la villa du Montenaire et de la villa de l'Astrolabe. Et c'est le deuxième mandat, la deuxième fois que j'ai la chance de siéger dans ce conseil de quartier. Bonsoir, je m'appelle Philippe Masson, je suis dans le 15e arrondissement depuis 1988, donc je commence à connaître un petit peu l'arrondissement. J'ai été tiré au sort dans le collège à Habitant, et sinon je suis également à la caisse des écoles du 15e arrondissement. Voilà. Parfait, merci à tous. Je propose, juste avant d'attaquer vraiment l'ordre du jour, de vous rappeler rapidement la découpe de notre quartier, puisque le 15e, il y a 10 conseils de quartier. Donc sur l'écran, le conseil de quartier Pasteur-Montparnasse démarre place du 18 juin, côté 15e, boulevard du Montparnasse jusqu'à la rue de Vaugirard,
rue de Vaugirard, côté des numéros impairs, jusqu'au métro Volontaire. On remonte la rue des Volontaires jusqu'à la rue Falguière. Rue Falguière, direction Place Falguière, côté des numéros impairs. Rue de la Procession, jusqu'à la rue Georges Duhamel. J'ai même envie de dire qu'on va un peu plus loin, on va jusqu'au rail de chemin de fer. Ensuite, on va remonter la rue du Cotentin, la place des 5 Martyrs du lycée Buffon, la gare Montparnasse, qui est une emprise 15e arrondissement, et la rue du Départ, côté 15e arrondissement. Très rapidement également, en rappel, les quelques sujets qui ont été traités dans les derniers conseils de quartier. La végétalisation du boulevard Pasteur, qui avait été un gros sujet et qui en restera toujours un. La révision du PLU, des sujets importants pour l'ensemble de Paris, donc notre quartier. Des points sur les actions du conseil de quartier, des demandes d'information, le budget d'investissement, le budget de fonctionnement, c'est des sujets qu'on reviendra. Les points d'information sur les gros travaux du boulevard Pasteur, qui avaient posé beaucoup de soucis, parce que le boulevard Pasteur a été à un moment donné en éternelle phase de travaux. La piste cyclable de la rue de Vaugirard, donc c'est la rue de Vaugirard sur l'empiètement de notre conseil de quartier, qui avait été un sujet assez houleux et qui est toujours pas vraiment terminé, mais on a une piste cyclable, même si l'écoute des habitants, des commerçants n'a pas vraiment eu lieu. C'est un peu regrettable. La gare Montparnasse, on reviendra, mais on a une emprise gare Montparnasse avec sa fréquentation qui est souvent assez problématique. C'est pour ça que la gare Montparnasse, la directrice de la gare Montparnasse est présente de ce conseil de quartier. Elle n'est pas là aujourd'hui. Le projet de l'Institut Pasteur, les travaux du haut du boulevard Pasteur, anciennement, enfin le Crédit Agricole, qui est un chantier jusqu'à fin 2025, mais qui pose quand même de gros problèmes de voisinage parce que les travaux n'en finissent pas, ils sont très bruyants. L'entretien des espaces verts, sujet toujours un peu bateau mais qui reviennent, l'activité du conseil de quartier, bilan sécurité et tranquillité qui revient assez régulièrement. Nous avons fait un bilan à mi-mandature du conseil de quartier, avec ensuite d'autres événements. Il y a des réunions en dehors des réunions publiques. On a fait un comité de pilotage sur le pôle Montparnasse, parce qu'il va y avoir un énorme chantier, comme vous l'avez certainement entendu, qui va démarrer, qui va nous prendre de longues années entre la sortie de la gare jusqu'au début de la rue de Rennes. Avec des présentations de restauration de tous les bâtiments voisins. Et pour terminer, nos fêtes de quartier. On a fait 3 fêtes de quartier qui ont eu lieu sur le boulevard Pasteur, avec une première fête qui était avec une thématique sur les artistes du quartier. La deuxième, fête de la musique, parce qu'avait eu lieu le jour de la fête de la musique. Et la dernière qui a eu lieu le 7 juin 2023 avec la thématique sur la Bretagne. Et donc la prochaine fête, l'ensemble des conseillers de quartier, on va y réfléchir pour trouver un sujet et de faire en sorte que ça soit toujours un événement convivial. Nous passons à l'ordre du jour, donc, qui est la tranquillité. Donc, nous avons la présence, comme l'a dit Monsieur le maire, du commissaire Vallot et la police municipale avec Madame Balanec. Donc, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, commissaire, de faire une présentation de vos missions, vos actions. Idem ensuite pour la police municipale. Il y aura ensuite un jeu de questions-réponses, bien sûr, dans un premier temps avec les conseillers de quartier. Et ensuite, un micro baladeur dans le public. Vous pourrez poser vos questions et vos suggestions, bien évidemment. Monsieur le commissaire. Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, la police nationale a une compétence de principe qui est générale. C'est en cela que ça nous différencie effectivement de ma voisine. Nous sommes placés sous l'autorité du préfet de police. Les lois et règlements de la République nous permettent d'intervenir dans tous les sujets relatifs à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Donc il n'y a pas de concurrence entre nos services, c'est une action complémentaire et les pouvoirs qui ont été reconnus par la loi et qui sont attribués par
la municipalité à la mairie, à sa police municipale, se font en bonne intelligence évidemment avec le commissariat, mais sans aucunement retirer des pouvoirs aux forces de police du 15e arrondissement. Il en va évidemment des domaines de lutte contre la petite et moyenne délinquance, qui est véritablement, comme vous l'avez entendu, le cœur de notre métier. Ce que je souhaiterais, c'est vous donner quelques orientations, pas trop de chiffres, parce que ce n'est pas l'objet non plus. Je pourrais, le cas échéant, rentrer un peu plus dans le détail, mais après une année 2022 sur votre conseil de quartier qui aura été très difficile, marqué notamment par un voisinage assez éruptif, et porté sur les cambriolages et un certain nombre de vols avec violence. Je parle naturellement des jeunes gens qui ont été accueillis dans le pavillon Blumenthal de l'hôpital Necker, donc certes en dehors de votre conseil de quartier, si je ne me trompe pas, donc de l'autre côté de la rue de Vaugirard, mais qui néanmoins ont commis un certain nombre de méfaits sur le territoire de votre conseil de quartier. Ils nous ont quittés à peu près à la fin de l'été 2022 pour rejoindre le 12e arrondissement. Il a fallu faire preuve de beaucoup de persuasion et de beaucoup de travaux aussi avec la municipalité locale pour éviter que ces jeunes gens qui avaient pris leurs habitudes sur le 15e et qui étaient des véritables professionnels de la rapine et du cambriolage. Je pèse mes mots, des gens que l'on avait parfois plusieurs fois par semaine en garde à vue pour des interpellations flagrant délit. Ces jeunes gens s'étaient installés également à Sèvres-le-Courbe sur l'un des locaux appartenant à la RATP, et qu'il a fallu faire d'abord grillager avant qu'ils ne le détruisent, puis que des plaques métalliques soient rivetées pour empêcher le squat de ces jeunes gens, jusqu'à une trentaine dans ce secteur. Pour vous dire pourquoi j'en parle, parce que c'est un sujet qui reste un sujet de préoccupation, même si effectivement le lieu d'accueil de ces jeunes gens a été transféré sur le 12e arrondissement. Ils ont pris des habitudes sur la partie nord 15e, 7e arrondissement et 16e, et ils sont à l'affût de toutes les solutions qui peuvent se présenter à eux en termes de squat. Et c'était notamment le cas avec l'ancien campus d'AgroParisTech qui est situé avenue du Maine, sur lequel nous avons été amenés à intervenir à plusieurs reprises aussi, puisque les locaux étaient squattés jusqu'à ce qu'ils soient plusieurs fois également murés par le ministère de l'Agriculture qui gère toujours cette emprise. Voilà le sujet qui nous a beaucoup occupé l'année dernière. Et au-delà de ça, ce sont les abords des gares. À l'école nationale supérieure de police, qui est l'école des commissaires, qui se situe à Lyon, on nous dit qu'il tient ses bars, tient sa ville. Et j'ajouterais qu'il tient ses gares, tient sa ville. On sait qu'effectivement, les gares, ce sont des points de passage importants. La gare Montparnasse fait partie des plus grandes gares parisiennes, assurément des plus grandes gares aussi au niveau national. C'est pour la raison pour laquelle vous avez une antenne de police qui ne dépend pas du commissariat mais qui est implantée à l'intérieur de la gare et qui a vocation à traiter des infractions qui sont commises à l'intérieur des emprises de la SNCF et de la RATP. On mène des opérations conjointes très fréquentes avec ces policiers qui dépendent également de la préfecture de police, qui appartiennent en fait à la même direction que la mienne. Pourquoi ? Pour lutter aussi contre ce phénomène de trafic de produits stupéfiants très important qui irrigue via notamment les lignes de chemin de fer toute la façade ouest, sud-ouest du territoire national, et par des mouvements de balancier, des retours de sommes conséquentes d'argent liquide que ces trafiquants, après l'avoir évidemment revendu dans des villes comme Bordeaux, Nantes et autres, Toulouse, refaisaient partir l'argent liquide à destination de l'Amérique du Sud avec ce que l'on appelle des mules dans le langage policier, c'est-à-dire des personnes qui souvent sont venues avec de la drogue scotchée sur elles ou qui était conservée incorporée et qui repartaient pour certaines d'entre elles avec des sommes avoisinant les 30 à 50 000 euros, cette fois-ci évidemment pas à l'intérieur de leur corps, mais scotchées ou bien dans leur valises et autres sacs. C'était un gros sujet. Pourquoi ? Parce que à proximité des gares, les matières stupéfiantes pouvaient être expulsées. Je suis navré de rentrer dans ce genre de détails, mais c'est important que vous ayez aussi ces informations sur votre environnement. Il se trouve qu'effectivement, la présence policière importante autour de la gare a plutôt induit un effet de départ de ces pratiques
qui pouvaient être constatés dans certains établissements hôteliers, ce qui fait qu'on a très peu de cas de personnes ayant ingurgité des produits stupéfiants qui étaient relevés dans le 15e arrondissement. Il n'en demeure pas moins que la consommation, elle se déroule effectivement sur toute la façade ouest de la France, mais aussi jusque dans le 15e arrondissement, d'où ces opérations pluriquotidiennes, organisées souvent en coopération avec nos policiers de la gare, mais aussi avec les forces de la police municipale, sur ce territoire et sur d'autres quartiers de votre conseil, pour justement apaiser les territoires, contrôler les individus qui créent des nuisances, verbaliser et utiliser aussi tout ce que la loi nous permet de faire. Je répondrai sans doute à certaines questions. J'ai vu, monsieur a évoqué tout à l'heure le sujet de l'errance, un vrai sujet compliqué. Au-delà de ça, c'est les problèmes de tapage, les problèmes de stationnement dans les parties communes des immeubles, les problèmes de dégradation, les problèmes de nuisance, qu'elles soient sonores, olfactives, que sais-je. Bref, tous ces sujets intéressent directement la police nationale. 2 outils sur lesquels je terminerai. Le premier, qui est une création qui date d'il y a 5 ans. Je viens du nord-est parisien, du 10e, après avoir travaillé dans le 7e également. Nous avions eu le commissaire général Rigon qui travaille sur le 20e arrondissement, qui avait créé ce qu'on appelle la cellule d'écoute et de traitement des doléances, que j'ai reprise sur le 15e, qui est une structure légère, équipée par 2 majors de police. Cette structure est joignable sans difficulté, hors urgence, par un simple mail, écoute sans accent et sans S, 15, intérieur.gouv.fr. Qu'est-ce que la cellule d'écoute et traitement des doléances? Il s'agit en fait de l'étape intermédiaire entre l'appel police-secours, parce que vous avez une situation d'urgence, un problème qui se pose immédiatement et qui requiert tout de suite le déplacement d'un équipage de police, et un courrier qui va être transmis soit au commissaire, soit au maire, soit à d'autres autorités pour vous plaindre d'une problématique qui serait récurrente. Il manquait un maillon dans la chaîne qui nous permette de capter ces doléances du quotidien, d'échanger avec les habitants, de préciser aussi les problématiques auxquelles vous êtes confrontés pour aller vers une solution et une mobilisation de nos effectifs qui soit plus efficiente. Pourquoi? Tout simplement parce que les doléances, les problèmes que vous rencontrez, ce sont des problèmes qui peuvent être épisodiques, permanents, qui peuvent être à toute heure du jour et de la nuit, ou au contraire, qui se cristallisent sur certains créneaux horaires et qui vont, je ne sais pas, changer de cage d'escalier, descendre dans les parkings et autres. Et ça, ces éléments-là, aujourd'hui, la CETD, la cellule d'écoute et traitement des doléances, nous permet de les obtenir avec vous par des échanges qui sont très réguliers et qui nous permettent d'avoir, une meilleure connaissance du territoire, votre point de vue aussi sur l'action qui est menée par les services. Est-ce que ça a un effet? Est-ce que ça n'en a pas? Est-ce que c'est pas les faire chercher? Est-ce que ça a conduit à un déplacement des problèmes vers un autre secteur, ou au contraire, est-ce que le problème est réglé pour le moment? Et par la suite, également vous faire retour de l'action policière qui est entreprise. Parce que c'est important, c'est aussi ce maillon-là qui nous manquait, c'est de pouvoir vous faire connaître, 1, les contraintes qui sont les nôtres, 2, les actions qui sont mises en œuvre, et 3, les résultats que nous constatons. Ça me permet de faire un lien avec le dernier point, la dernière structure qui a été créée également, les groupes de partenariat opérationnel. Monsieur Lauzin participe, et je l'en remercie, en tant que référent sécurité du conseil de quartier à ces réunions. Ce sont des réunions mensuelles pour quelques partenaires, mais notamment les bailleurs sociaux, la municipalité. Votre adjoint à la sécurité, monsieur Samama, y est présent chaque mois. La police municipale. Et il s'agit de manière très concrète d'évoquer les problèmes des quartiers et que l'ensemble des services présents que j'ai listés puissent se mobiliser sur la résolution des problèmes. Le but, c'est véritablement d'aller dans la dentelle et d'avoir une action qui soit efficace au plus près du territoire, de s'éloigner de ce qui pourrait être vu comme des réunions un peu hors sol, des grandes messes qui ont leur importance aussi, leur solennité. Mais là, il ne s'agit pas d'être solennel, il s'agit vraiment d'être dans le brut et de travailler très concrètement aux problèmes du quotidien, de dire ce qui peut être fait et d'en rendre compte aussi aux participants, au collège des habitants qui sont représentés par les différents conseils de quartier. Merci en tout cas pour votre écoute, et puis je passe le micro. Merci commissaire, monsieur le maire. Oui, donc c'est important de tenir cette réunion sur un sujet de préoccupation principale des élus du 15e, qui est la sécurité. Je félicite les services de police pour leur effort sur l'arrondissement, puisque nous avons une baisse de la délinquance, aussi bien des atteintes aux biens que des atteintes aux personnes, avec néanmoins des points noirs, très noirs,
les cambriolages, on vous l'a dit, dû principalement dans une période récente, et puisque on a réussi à en faire partir un bon nombre aux mineurs étrangers isolés, qui sont plutôt sur Trocadéro, Tour Eiffel, Champ de Mars pour piller les touristes, et qui, bien sûr, pour une partie d'entre eux, squattent dans le 15e. Nous avons eu une très grosse opération qui a duré des mois pour les évincer à la fois d'un squat, d'un local, comme ça a été dit à la station de métro Sèvres-le-Courbe, sous le métro aérien où ils étaient une trentaine, comme ça vient d'être dit, et puis également pour faire partir un foyer que la mairie m'avait ouvert sur le pavillon Blumenthal, vous l'avez dit, de l'hôpital Necker, avec une trentaine de mineurs étrangers isolés qui, le soir venu, voire dans la journée, sortaient de leurs locaux, bien qu'ils soient encadrés par une association prévention, pour aller piller, dans la journée, agresser les personnes de façon extrêmement violente, arrachant les montres, les bijoux, etc. Et la nuit, cassant les commerces de toute une rue. Donc le quartier était à feu et à sang. Et je pèse mes mots. Donc ce fléau est maintenant endigué, en tout cas dans notre secteur, parce qu'il y a d'énormes efforts faits par la police municipale, d'ailleurs également, bien sûr, la police nationale, etc. Mais enfin, il faut être très vigilant parce qu'il y en a encore un certain nombre dans quelques quartiers. Et nous avons une délinquance des mineurs endémique, très importante, qui est responsable d'une grande partie de la délinquance. Dans Paris, pas simplement dans le 15e. En tout cas, les cambriolages sont un point noir assez important, même s'il y a une petite baisse au mois d'octobre, une baisse sur Paris de 10%, je crois, et sur le 15e aussi, au mois d'octobre, les cambriolages ont baissé de 4,4%. On a bien sûr, comme partout, une forte augmentation des violences conjugales, mais pour un certain nombre de raisons, on pourra revenir dessus. En revanche, une baisse des violences crapuleuses, ce qui est quand même très important, ce qui montre que les efforts de la police payent. Et puis, une augmentation aussi, en cumulé pour l'année 2023, des dégradations, destructions de biens, incendies volontaires, en partie dû d'ailleurs aux violences urbaines que nous avons connues au mois de juin dernier et qui ont été importantes dans le quartier Falguière. Ce que nous faisons, c'est que nous avons, comme ça a été dit, des instances de partenariat très étroits, parce que la sécurité, ce n'est pas la police nationale ou la justice ou la prévention spécialisée, etc. C'est tout le monde. Donc la sécurité doit reposer sur plusieurs jambes, et nous essayons de mettre tout ça en coordination, en cohérence, en synergie, avec des instances qui plus particulièrement traitent de questions dédiées. Par exemple, nous avons, à ma demande, adhéré au groupement local de traitement de la délinquance des bandes, puisqu'il y a aussi ici des bandes, un phénomène de bandes, notamment à Falguière, entre la bande de Falguière et banque de Porte de Vanves, etc. Enfin, plutôt vers Saint-Gétan, etc., avec des affrontements assez violents et assez épisodiques. Donc c'est une instance qui est présidée par le procureur de la République, enfin par la procureure de la République, avec évidemment les services de police, le rectorat, les services sociaux, la mairie, etc., les maires d'arrondissement, qui se réunit très régulièrement pour identifier les membres de ces bandes, d'ailleurs que nous connaissons à peu près tous quand même, et pour essayer ensuite de traiter ces sujets, quoi. Nous avons aussi une instance qui est très importante, qui est la Cénomède, c'est cellule nominative cellule d'études nominatives des mineurs en difficulté, voilà, merci, qui se tient à la mairie d'arrondissement et qui aussi rassemble le rectorat, la justice, la police, les services sociaux et de prévention, de façon à essayer à la fois de traiter, de faire remonter les cas d'élèves en absentéisme prolongé ou en difficulté, notamment au niveau des collèges, plus principalement, mais ça peut être le primaire également. Nous traitons une trentaine de cas par séance et, avec toutes les administrations rassemblées autour de la table, essayer de voir des traitements individualisés de chacune de ces familles, de chacune de ces personnes. Donc ça, c'est un travail de fond et ça fonctionne assez bien dans l'arrondissement, même si c'est une œuvre de longue haleine. Il y a donc des instances de ce type, il y en a bien d'autres, mais je voulais citer ces deux principales qui font un travail très important.
Nous avons aussi des instances au niveau parisien, bien sûr, auxquelles nous participons, comme le Conseil parisien de prévention de la délinquance, qui est décliné au niveau local avec le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui a établi, ça vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur Internet, je pense, sur le site de la mairie, qui a établi, en général c'est tous les 3-4 ans, un contrat de prévention et de sécurité de l'arrondissement, et qui rassemble là aussi, d'une part, toutes les instances, tous les partenaires de la sécurité au sens large, hein, ça va jusqu'à pénitentiaire, etc. Et puis, l'objectif de ces contrats, c'est d'être assez opérationnel et de décider d'élaborer des fiches actions et évidemment de les mettre en application sur tous les domaines qui sont évidemment nombreux. La prévention spécialisée, puisque nous avons une association de prévention spécialisée que j'ai mis en place voilà bien des années dans le 15e, avec une vingtaine d'éducateurs de rue qui vont au contact des jeunes en difficulté, les animateurs, la police nationale, la police municipale, la justice, le rectorat, etc. Et de traiter plus particulièrement les personnes vulnérables, mais c'est aussi les seniors, hein, vous voyez, et puis les commerces particuliers, mieux protéger les mineurs aussi, l'enfance en difficulté, mais aussi mieux la sanctionner. Améliorer la tranquillité publique, c'est la lutte contre les incivilités, la meilleure protection de l'espace public. Enfin voilà, il y a des fiches actions sur tous ces sujets, étant donné que la problématique pour nous, c'est de sécuriser l'espace public pour assurer la tranquillité publique. C'est la thématique de ce soir d'ailleurs. Assurer la tranquillité publique, c'est essayer de lutter contre tout ce qui pourrit la vie des habitants au jour le jour. Bien sûr, c'est malheureux quand il y a un hold-up dans une banque, mais ça ne concerne les habitants qu'assez peu. En revanche, quand il y a des affrontements entre bandes, des rassemblements nocturnes sur la voie publique bruyants, des ventes à la sauvette un peu partout, des mineurs isolés qui pillent et qui attaquent les gens. Enfin, vous voyez, c'est tout ça qui, effectivement, met en danger les citoyens sur la voie publique. Et c'est ça que nous essayons de traiter principalement avec les moyens dont nous disposons. La police nationale, bien sûr, puisque à Paris, depuis Napoléon en tout cas, depuis la loi du 12 Bessidor en 8 plus particulièrement, la sécurité relève intégralement du préfet de police, même si depuis quelques années, assez récemment d'ailleurs, il y a aujourd'hui un certain nombre de questions de sécurité qui relèvent de la mairie de Paris et qui sont traitées par la police municipale, qui va s'exprimer dans un moment d'ailleurs, et qui commence à prendre de l'ampleur. On vous a dit 130 à 140 personnels, dont une cinquantaine de policiers municipaux stricto sensu. Ces 50 policiers municipaux stricto sensu doivent monter à 80 ou 100 à peu près. Donc ça, c'est un moyen également de pacifier l'espace public, de le tranquilliser, avec bien sûr des compétences de ces policiers municipaux qui ne sont pas celles de la police nationale. On peut le regretter, je le regrette d'ailleurs, mais les choses avancent et progressent. Nous avons aussi, c'est très important de le souligner, dans le 15e, un dispositif, comme dans tout Paris d'ailleurs, de vidéoprotection. Il y a environ 1300-1400 caméras de voie publique à Paris. Nous en avons une petite centaine. Ce n'est pas suffisant. Moi, j'en demande 3 fois plus. Tant l'efficacité aujourd'hui de ces dispositifs est avérée. Bien sûr, notamment pour confondre les auteurs de forfaits quand ils sont interpellés, puisque ça sert de preuve en justice, mais aussi en flagrance, puisqu'il y a au commissariat de police une salle spécifique dédiée à ces caméras, avec un mur d'images où toutes les parties du 15e où nous avons installé ces caméras, qui sont les parties les plus insécures, bien sûr, sont relayées et visionnées H24 par des policiers présents dans cette salle de vision du commissariat. Et bien sûr, ces caméras existent aussi de façon beaucoup plus nombreuse, beaucoup plus importante, ce qui permet de faire de la vidéopatrouille en sous-sol, de métro, RER, voire les bus, etc. Mais sur la voie publique, j'estime que ce n'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas suffisamment de caméras pour faire de la vidéopatrouille, c'est-à-dire pour suivre un auteur de délit sur tout un itinéraire. Si vous êtes agressé à un endroit et que vous êtes pris, que vous êtes filmé, le policier qui regarde l'image
peut suivre le malfaiteur qui s'éloigne jusqu'à un endroit où il y aura une interpellation en envoyant une patrouille, peut-être 1 ou 2 kilomètres plus loin. Ça, c'est l'efficacité. Aujourd'hui, ça, on ne peut pas encore le faire, mais bon, il y a quand même pas mal de délinquants, par milliers, qui sont interpellés grâce à ces dispositifs. Nous avons donc la nécessité de travailler tous ensemble. C'est ce qu'on appelle le continuum de sécurité. Il y a une autorité dont je n'ai pas parlé, c'est la justice. Parce que, comme vous le voyez, malheureusement, la justice est souvent absente de nos débats. Nous avons 2 substituts du procureur chargés du 15e, l'un chargé des mineurs et l'autre chargé de la délinquance générale, qui font ce qu'ils peuvent. Mais évidemment, leurs moyens sont très insuffisants et surtout, il y a beaucoup d'impunité parce que, évidemment, le continuum répressif, c'est la prévention, si je peux dire, puisque nous avons quand même pas mal de personnel chargé de prévention primaire. Il y a ensuite la police avec éventuellement l'interpellation et puis, bien sûr, la justice doit faire son travail parce que si on veut être efficace, évidemment, il faut que la sanction pénale puisse être mise en place. Et malheureusement, nous constatons trop souvent qu'elle est, bon, enfin en tout cas moi c'est mon point de vue de maire, totalement insuffisante. Et qu'un travail de police qui n'aboutit à rien sur le plan de la section pénale, ce n'est pas dissuasif vis-à-vis des délinquants. Je rappelle qu'à Paris, c'est 1 millier de délinquants qui sont auteurs de 50% de la délinquance, auteurs chacun de 50 à 100 faits, c'est-à-dire des multiréitérants, voire des multirécidivistes, et qui sont toujours dans la nature. Voilà, c'est une petite information que je donne au passage. Donc voilà, je répondrai bien sûr à toutes les questions sur ce qui nous revient en matière de sécurisation de l'espace public, mais sachez que c'est un souci quotidien. J'ai un adjoint chef d'entreprise public qui n'a pas pu venir, je pense, ce soir, mais en tout cas, c'est toute l'équipe municipale qui, peu ou prou, traite des affaires de tranquillité publique. Donc je profite que Monsieur le maire nous parlait pour les caméras, pour vous dire que depuis hier, les policiers municipaux sont dotés également de caméras piétons. Donc voilà. Donc ça permet aussi de pouvoir identifier voilà, les délinquants. Comme le disait aussi Monsieur Vallot, donc le commissaire Vallot, donc nous effectuons beaucoup de missions aussi conjointes avec la police nationale. Ça permet aucune concurrence bien sûr, mais ça permet justement d'arriver plus nombreux et de pouvoir lutter encore plus contre la délinquance, contre les jeunes. Nous allons dans les quartiers, surtout en soirée, voilà, c'est difficile. Donc plus on est nombreux, mieux c'est pour se défendre contre la délinquance. Nous, nos missions, donc oui, c'est la tranquillité publique, plus assurer le bon ordre. Les contrôles routiers, les incivilités, et puis tout ce qui est régulation des déplacements, pour aussi le vivre ensemble entre les piétons, les vélos et les trottinettes, les véhicules, voilà. Et surtout, oui, la tranquillité de l'espace public. Merci Madame Balanec. Avant d'entamer juste un petit tour de micro parmi mes collègues conseillers de quartier et puis ensuite le public, je vais juste faire aussi une remarque. Jadis, si je puis dire, il y avait une police, alors je ne sais pas si c'était une police qui existait en tant que telle, mais ce que j'appelais la police de la circulation, qu'on ne voit plus. Et alors on la voit dans la journée, vous faites des missions de contrôle et j'ai souvent même été à vos côtés, etc. Mais par exemple, du coup, le soir, et quand je dis le soir, 19-20 heures, il n'y en a plus. Ou alors il faut vraiment qu'il y ait un événement grave. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui manque, indépendamment d'aller sanctionner la personne qui commet un acte qui mérite une contravention. Ça met aussi une ambiance comme on dit, c'est le thème de ce soir, de tranquillité publique dans la rue. Alors je pense que c'est faute d'effectifs de police, mais le policier qui autrefois avait son képi et son bâton à un carrefour, qui faisait certes la circulation, mais qui pouvait aussi intervenir immédiatement sur un événement, mais il n'y en a plus. Et je le regrette un petit peu. Oui, c'est vrai que nos missions le soir, c'est surtout les terrasses et les nuisances sonores. Bon, là, oui, il n'y a plus trop de terrasses, mais surtout les nuisances sonores dans les commerces, quoi. Très bien. Alors, ce que je propose, c'est que nous fassions un tour, enfin, s'il y a quelques personnes parmi les conseillers de quartier qui ont des questions, et ensuite, ça sera dans le public.
Jean-Pierre Prost. Les micros. Oui, bonjour. Donc, étant juste à côté de la gare Montparnasse, au niveau de la galerie commerciale qui est en complète déshérence au 30-32 boulevard de Vaugirard, nous récupérons d'ailleurs à la fermeture de la gare tous les drogués. Nous avons eu, et je voudrais remercier le major Duval, Écoute 15, qui nous a déjà beaucoup aidé. Vous êtes venu d'ailleurs gentiment faire une descente de police parce qu'on a des drogués qui ne sont pas forcément des SDF, parce que maintenant ils habitent dans notre copropriété. On a vu d'ailleurs avec monsieur le maire pour une jeune fille qui était restée dans un parking, une jeune fille d'une vingtaine d'années avec un enfant de moins de 3 mois, qu'il a fallu, et grâce à vous et puis aux équipes des maraudes, retrouver un logement. Donc on récupère toute cette faune. Et cette faune qui devient de plus en plus dangereuse, parce que ce ne sont pas des drogués qui font de la fumette, là ce sont vraiment des drogués à l'héroïne. Et d'ailleurs on est en train de fermer, on a fait plus de 30 000 € de travaux pour mettre des portes blindées, et on est en train même de fermer les points d'eau, puisque bien entendu pour s'injecter de l'héroïne, il faut avoir des points d'eau. Donc la fermeture de la gare, oui c'est une bonne chose la nuit, mais la seule chose c'est que ça nous remplit toutes les copropriétés autour, et on a un mal fou nous, dans cette copropriété, on a une présence 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'on a 2 régisseurs, on a un maître chien la nuit, et même le maître chien a du mal à se séparer de ces gens qui sont dans un état, mais ce sont des zombies quand vous les voyez. Moi, j'ai donné ordre au maître chien, j'ai dit n'allez pas risquer de prendre un coup de couteau ou un truc comme ça, faites marche arrière, prévenez vos collègues pour qu'ils viennent en force, prévenez la police municipale, la police nationale. D'ailleurs, vous avez fait une descente au mois de juin pour un drogué que tout le monde connaît, c'est le fils d'un copropriétaire, quelqu'un d'immense, qui est aussi malade. Alors, quand il a ses médicaments, ça ne se passe pas trop mal. Quand il n'a pas ses médicaments, il fait venir tout un tas de personnes qu'on retrouve dans les vides d'ordures, dans les locaux aux poubelles. Donc, c'est vraiment, ça a augmenté. Alors, une petite anecdote. On a dans la salle une dame dont la fille, un jour, a été descendre ses poubelles. Et puis, au moment où elle a ouvert le container, il y avait quelqu'un qui était à l'intérieur du container en train de fumer. La pauvre jeune femme a manqué de faire une crise cardiaque. Le problème est vraiment grave, là, maintenant. Ça s'est vraiment augmenté au point de vue des drogues. Très brièvement, suite à la remarque, un point important, le législateur a récemment fait une modification, un changement radical s'agissant des copropriétés. Auparavant, la loi prévoyait que les policiers ne pouvaient pas patrouiller dans les parties communes des immeubles sans l'autorisation des copropriétaires. Nous avions, par exemple pour tous les bailleurs sociaux de la ville et autres, des autorisations qui nous étaient délivrées sans aucune difficulté. Ce qui nous permettait de patrouiller d'initiative à quelques heures du jour et de la nuit sans y avoir été préalablement requis. Pour les autres copropriétés, c'était une remarque qu'on faisait souvent au travers de la CETD, que la major Duval adressait aux copropriétés. Aujourd'hui, le législateur, j'irais empreint de pragmatisme, a changé, puisque dorénavant, il faut que les copropriétés interdisent aux policiers de pénétrer les parties communes lorsqu'ils n'y ont pas été requis pour que, justement, nous ne puissions pas y entrer. Pourquoi ce changement ? Encore une fois, parce que, justement, je vous ai incité à faire le 17, le 3975, c'est pour la police municipale. Évidemment, vous pouvez constater quelque chose en flagrant délit, un trouble, quelqu'un qui stationne sans en avoir le droit à l'intérieur d'un immeuble, c'est un trouble à l'ordre public, c'est un trouble à la tranquillité publique. Ça peut motiver, sans aucune difficulté, un appel au 17 ou au 3975. Plutôt d'ailleurs le 17, s'agissant des parties communes. Mais lorsque vous ne faites pas ce constat-là, parce que vous êtes tout simplement en train de dormir, eh bien, la loi dorénavant nous permet effectivement de patrouiller, d'où l'intérêt de ces échanges, je dirais, hors urgence avec les copropriétés qui nous disent « là, on a un problème, on a une porte qui n'est pas bien sécurisée, peut-être, on aurait besoin de votre expertise. On a des reliefs le lendemain matin, des détritus qui sont retrouvés, éventuellement des traces de consommation de drogue ou même tout simplement d'alcool et de tabac. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Et bien dans ces cas-là, le réflexe 1, c'est en urgence, on fait le 17. Et lorsque vous constatez dans vos immeubles ce type
de relief qui sont laissés. Alors ça peut être des SDF, ça peut être des personnes qui sont effectivement sous l'emprise de produits stupéfiants ou tout simplement qui cherchent à profiter, entre guillemets, pour commettre d'autres méfaits. Eh bien, vous pouvez entrer en relation directement avec le commissariat par l'adresse mail que je vous ai communiquée, de façon à nous signaler ces faits-là pour qu'on organise des passages. Vous nous dites, voilà, je suis rentré à 20h et le lendemain matin à 7h, on a constaté qu'il y avait... Donc on sait que le créneau, c'est plutôt un créneau nocturne. Et on va essayer effectivement organiser des passages pour retrouver ceux ou ces individus, les contrôler et les inviter à quitter les lieux. Et ça ne peut pas aller au-delà, mais déjà rien que le fait de contrôler la personne, de lui rappeler qu'elle n'a pas à se trouver dans ces parties communes-là, eh bien, c'est en soi déjà une première réponse aux troubles qui sont générés. La deuxième, c'est évidemment de vous proposer un audit de sûreté pour les copropriétés. C'est un audit qui est gratuit. Nous, on n'est pas... Il y a des cabinets qui proposent ça à titre évidemment onéreux. Nous, c'est gratuit au commissariat. De vous proposer pour justement vous suggérer des travaux qui amèneront un surcroît de sécurité pour ceux et celles qui vivent dans les immeubles. Esther. Juste avant de venir, la coiffeuse m'a appelée et je suis passée chez Franck Provost. Et la petite rue qui est Franck Provost et la pharmacie, il y avait deux jeunes. Alors, c'était 14h30. Elle revenait de sa pause et elle a vu deux jeunes en train de vouloir tirer les vélos, 25-30 ans. Alors, elle les a regardés, puis la rue, il n'y a personne dans la rue. Et donc, elle les a regardés, et là, ils sont venus vers elle, elle a dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, non, rien. Mais elle a vu qu'ils arrachaient le vélo, qu'ils essayaient. Mais comme ils ont vu qu'elle rentrait au salon de coiffure, ils n'ont pas insisté, mais ils étaient en train d'arracher les vélos. Voilà, elle me l'a dit tout à l'heure. Les Parisiens c'est une banalité ce que je vais vous dire, mais les Parisiens ont abandonné leur voiture dans une grande majorité. Ils sont passés au vélo, aux mobilités douces. Par conséquent, le nombre de vélos a augmenté. Par conséquent, le nombre de vols de vélos a augmenté. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a beaucoup qui possèdent des vélos électriques. En général, quand vous passez au magasin et que vous payez votre vélo, eh ben, ça a une valeur assez conséquente. Ça peut même aller très très loin. Autant vous dire que ça se revend aussi. Et ça se revend relativement facilement. Donc effectivement, les délinquants étant des gens très adaptables, il y a un marché qui s'est ouvert, un marché de l'occasion, un marché qui n'est pas toujours d'ailleurs très sain, mais certains ferment allègrement les yeux sur l'origine des vélos. Et donc oui, c'est un vecteur sur lequel les policiers travaillent, que ces vols de vélos, que ces reventes aussi de vélos. On a très régulièrement des affaires sur le 15e arrondissement. Je le dis parce que Monsieur le maire parlait tout à l'heure de continuum de sécurité. La sécurité, c'est une action collective. C'est vous tous dans la pièce, c'est ceux qui éventuellement nous regardent ou nous écoutent, qui nous regarderont par la suite, qui sont aussi des acteurs de la sécurité. Quand vous constatez que vous avez été victime d'un vol de vélo, vous déposez plainte et puis parfois, vous retrouvez votre vélo en vente sur je ne sais quelle place, Facebook Market, Le Bon Coin ou autre. Et là, très concrètement, vous avez des personnes qui, oui, en accord avec les services de police, donnent rendez-vous à leurs voleurs sur la voie publique, organisent un traquenard, pour lequel les forces de police, en l'occurrence la brigade anticriminalité, vous appuient. Je vous dis, ce sont des affaires régulières et qui nous permettent souvent, entre guillemets, de tirer la pelote et d'aller au domicile de l'individu pour y retrouver quoi? D'autres vélos volés, des trottinettes ou des accessoires automobiles, parce qu'en général, ils sont assez productifs dans leur fait de délinquance. Et derrière, ça nous permet aussi, évidemment, de présenter la personne à l'autorité judiciaire avec une multitude de faits qu'il a commis, et surtout, parce que c'est quand même la finalité, nous on travaille pour la sécurité de nos concitoyens, de restituer ces objets. Et sur les vélos, vous parliez des vélos, j'imagine qu'il y a des cyclistes dans la salle, faites marquer vos vélos. Vous avez une application aujourd'hui qui permet de faire le Bicicode, qui permet de marquer vos vélos. On détruit chaque année des vélos parce qu'on est incapable de les restituer. C'est quand même dommage de détruire des vélos. On arrive avec l'accord de l'autorité judiciaire, quand elle valide cette proposition des services de police, de les donner à des associations. Mais il arrive souvent, malheureusement, qu'on n'ait pas cet accord-là et qu'on doive les détruire. C'est quand même dommage de détruire des vélos qui sont dans un état relativement propre, neuf quasiment, alors qu'on pourrait les restituer simplement en les faisant marquer de ce fameux Bicicode. C'est un
un fichier national à l'intérieur duquel sont renseignées vos informations personnelles et qui permettent, en cas de découverte du vélo, tout simplement de vous contacter et de vous restituer votre bien. C'est quand même l'objectif et la finalité, c'est ça, obtenir la réponse de l'autorité judiciaire pour le délinquant, mais penser à la victime et à lui restituer son bien dès lors qu'on remet la main dessus. Oui, effectivement, c'est un système qui est très bien. Après, il y a aussi le système de mettre, parce que comme vous avez dit, il y a des vélos qui coûtent une fortune. Rue de l'Armorique, il y a une boutique qui vend des vélos électriques à 10 000 €, qui du reste sont vendus officiellement avec une carte grise et avec un cheval fiscal, qui fait que normalement le cycliste ne doit pas utiliser le couloir de bus. Mais bien évidemment, l'acheteur ne va pas mettre sa plaque d'immatriculation, et ce qui fait que je pense que probablement, vous, policiers, vous ne savez pas que c'est un vélo ultra puissant, et vous pensez que c'est un vélo électrique commun, mais en fait, non, c'est ultra puissant, et c'est comme une mobilette finalement. Et effectivement, il y a ce système de traceur, il y a le vrai système de traceur comme qui existe dans les véhicules, mais je pense que ça peut valoir quand même franchement la peine, parce que le prix d'un vélo électrique n'est pas donné, et il faut prendre toute la sécurité. Il n'y a pas d'immatriculation pure comme un 2 roues moteur, mais il faut être sensible contre le vol des vélos. Je répète peut-être, le BC Code, oui. C'est fait normalement de manière systématique sur les vélos neufs, aujourd'hui ayant une certaine valeur. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Ça représente une somme qui est relativement faible au regard de la valeur de ce bien et surtout de l'utilisation que vous en faites. Vous vous levez le matin, vous n'avez pas votre vélo, ça peut être extrêmement gênant. Donc pensez effectivement à ce réflexe dans l'optique que l'on le retrouve et qu'on puisse vous le restituer. BC Code, BICYCODE. Je voudrais signaler aussi dans le quartier Falguière, rue André Gide, Procession et Georges Duhamel, qu'il y a une forte consommation, bien qu'interdite, de protoxyde d'azote. Et je ne sais pas comment, mais il faudrait peut-être prévoir une prévention, notamment auprès des familles, parce que les mamans pensent que c'est de la crème chantilly, ces bouteilles, et que les embouts se ressemblent. Donc, je voulais attirer votre attention sur cette problématique. Très brièvement, c'est un sujet pour lequel on en avait discuté déjà depuis quelques années avec Monsieur le maire. La préfecture de police a, en accord avec les mairies d'arrondissement, pris des arrêtés d'interdiction de la consommation sur la voie publique. Alors, il y a eu un effet de mode, c'est en train plutôt de redescendre en termes de consommation. Au début, effectivement, vous aviez ces cartouches pour la chantilly. Après, on est passé au modèle industriel, la portion familiale, des bouteilles que vous retrouviez dans l'espace public, donc qui étaient effectivement les symptômes d'une consommation, avec derrière des dealers de protoxyde d'azote. Des gens qui venaient avec dans leur voiture des dizaines de bonbonnes et surtout des petits ballons, parce qu'en fait, ils vendaient ça aux ballons. On vous proposait sur des applications, j'en fais pas la publicité, mais enfin si vous avez Snapchat, alors là vous trouvez des choses très surprenantes en 2 clics, et vous aviez effectivement ces dealers qui venaient à domicile, vous livraient des ballons de protoxyde d'azote et que les jeunes consommaient. Encore une fois, le gouvernement a largement communiqué là-dessus, on pourrait toujours le faire. Au niveau du commissariat, on a une unité qui s'appelle la mission prévention, communication, écoute. 4 policiers qui vont dans les écoles, toutes les écoles du 15e arrondissement, proposer auprès des enseignants et surtout délivrer auprès des plus jeunes d'entre nous des conseils et surtout faire de la prévention sur la consommation de tout type de drogue, de tout type de substances addictives. Ça va de l'alcool jusqu'à effectivement ces drogues nouvelles qui peuvent être relativement éphémères. On le souhaite pour le protoxyde d'azote, même si ça se maintient, même si ça, entre guillemets, ça s'est réduit, mais la consommation existe toujours, jusqu'à, entre guillemets, des choses plus classiques qui sont toujours aussi nuisibles pour la santé. La résine de cannabis, dont le taux de THC est toujours plus fort, ce qui veut dire que ça vous attaque les neurones, hein, c'est pas plus difficile que ça. Et plus les neurones, entre guillemets, sont frais, ceux des jeunes, et plus l'attaque sera lourde. Avec derrière, je ne suis pas un expert dans le domaine psychiatrique, ce n'est pas mon domaine. En revanche, dans le domaine de la sécurité, ce que l'on constate, c'est qu'on a des consommateurs qui, après quelques années, quand ils deviennent majeurs, sont atteints de troubles psychiatriques graves et qui finissent à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, quand ils ne finissent pas en prison, parce que leur trouble psychiatrique qui aura été amplifié
je ne sais pas s'il a été généré, en tout cas il a été amplifié par la consommation de ces produits stupéfiants, notamment le cannabis, vont passer à l'acte, commettre des méfaits, un, pour se fournir tout simplement l'argent qui va leur permettre de consommer, et deux, parce que pris dans leurs troubles psychiatriques, vont générer des faits de violence, et souvent de la violence, et y compris auprès de leurs proches, ou plutôt au détriment de leurs proches, la famille, les parents et souvent la mère. Juste un mot là-dessus, parce que c'est évidemment extrêmement grave, à la fois pour la santé des jeunes, mais aussi pour la délinquance, qui est une des conséquences évidentes de l'usage de stupéfiants. D'abord, sur le cannabis, effectivement, il y a différentes sortes de cannabis, ça ne veut rien dire. Le cannabis, je vais dire, des années post-68, si je peux dire, c'était des cannabis avec un taux de tétrahydrocannabinol de 4%. Aujourd'hui, c'est 20%. Donc, c'est une drogue dure. Aujourd'hui, c'est une drogue dure dans beaucoup de doses qui sont trafiquées. Donc, c'est vraiment un fléau. Il y a un gros trafic de drogue partout, en France, on le sait. Et notamment dans un certain nombre de secteurs du 15e et de ce quartier. Quant au protoxyde d'azote, ça crée des lésions irréparables cérébrales et ça peut aller jusqu'à la mort. C'est extrêmement dangereux. On appelle ça le gaz hilarant. Alors évidemment, ça fait rire, les gens en parlent, on va rigoler, c'est sympa, toi pas du tout. Mais nous avons d'ailleurs voté, enfin il y a eu, moi je ne suis plus parlementaire, mais il y a eu le vote d'une loi il y a 2 ou 3 ans justement, proscrivant le protoxyde d'azote, qui n'était pas interdit, parce que c'est le problème aussi de ce type de substances et des drogues chimiques, c'est qu'elles ne sont pas interdites, puisque les trafiquants modifient sans arrêt, par exemple dans les drogues chimiques comme le 3-MMC, par exemple, modifient les composantes. Et donc quand une interdiction tombe, elle tombe évidemment sur tel produit, donc qui modifie pour que le produit modifié, évidemment, ne tombe pas sous le coup de la loi, etc. Donc c'est compliqué. Enfin, bref, une loi a été votée pour réprimer notamment la consommation par les mineurs du protoxyde d'azote. Et nous avons demandé, et nous avons fait voter, j'ai fait voter au Conseil de Paris pour que le préfet de police puisse prendre des arrêtés préfectoraux afin d'interdire complètement l'usage de protoxyde d'azote dans un certain nombre de quartiers. Nous avons établi une liste de pratiquement immeuble par immeuble, dont un certain nombre dans votre quartier. Maintenant, ensuite, voilà, c'est une question d'identification, de contrôle, d'interpellation, mais ça, c'est un produit qui est consommé principalement par des jeunes et qui est encore assez répandu quand même dans un certain nombre de secteurs. D'autres questions parmi les membres du Conseil? Alors ce que je propose... Oui, monsieur, puis ensuite on passe au public. Moi, ce n'est pas une question, c'est un constat. On a parlé plusieurs fois de Armorique, Procession, Falguière. C'est un quartier, moi, j'ai trouvé un peu abandonné par rapport à la sécurité. Pourquoi? Parce qu'ici, nous sommes à la limite, c'est la frontière avec les 14e Vercingétorix, où on ne sait pas si c'est la police du 14e ou du 15e qui vient ici. À côté de la gare, le Montparnasse 3, c'était peu abandonné parce que est-ce que c'est la police de la gare Montparnasse ou la police du 15e national qui va venir regarder ce qui se passe les soirs du côté d'André Gide? Moi, je trouve que c'est un peu abandonné ces coins-là. C'est le constat géographique. Il faut quadriller le terrain. Jadis, on avait des policiers de proximité la journée. Bon, la police municipale, d'accord. Mais il faut aller voir ces jeunes qui sont détruits maintenant. Il faut parler avec eux. On agit seulement c'est pour traiter. Il faut faire un bon gérant, normalement, doit prévenir. Voilà. Un mot, en fait, les frontières administratives des arrondissements sont des frontières, vous les vivez, elles sont totalement virtuelles. Elles le sont pour les délinquants, elles le sont pour les citoyens normaux, elles le sont tout autant pour les policiers. La frontière naturelle, M. le maire l'évoquait, c'est la voie ferrée. Mais je peux vous dire que mes policiers braconnent allègrement sur le 14e arrondissement
quand l'occasion leur en est donnée, comme ceux du 14e qui viennent également franchir par les tunnels ou par la place des martyrs du lycée Buffon, la frontière, j'y mets des guillemets, pour venir sur le 15e. Il n'y a pas de limite. Quand vous faites le 17, c'est un équipage de police qui interviendra, prioritairement évidemment celui de l'arrondissement, mais il n'y a pas de difficulté à mobiliser un équipage de police qui vienne du 14, du 5e, 6e, parce qu'on est aussi à la frontière du 6e arrondissement, pour la partie sud de la gare, enfin nord, pardon, de la gare Montparnasse. Mais donc il n'y a pas de difficulté là-dessus, il n'y a pas de problème d'équipage, de savoir, non, on va partout. Si on doit être appelé en renfort sur le 10e, on ira sur le 10e. Ça n'arrivera pas, parce qu'il y a suffisamment de moyens, mais si ça devait être le cas, on le ferait. Sur l'aspect, le quartier, et alors, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus, être plus visible. Sur ce quartier, depuis le début de l'année, il y a, depuis le 1er janvier, plus de 550 interpellations sur ce quartier. C'est un chiffre pour tout type d'infraction. Ça va effectivement du défaut de permis de conduire jusqu'au viol, ça va de la consommation, détention de produits stupéfiants jusqu'au cambriolage, et ça peut également, il y a quelques semaines, monsieur le maire le rappelait, passer aussi par les déprédations qui ont lourdement touché un certain nombre de quartiers du 15 à la faveur des émeutes du début de l'été. Ce sont des dossiers qui sont aussi ouverts. Il y en a eu qui ont été menés à leur terme il y a plus de 2 semaines. Ce sont des dossiers et des procédures ouvertes qui, de toute façon, donnent lieu à des interpellations, y compris dans les mois qui suivent les faits. C'est-à-dire que quand, effectivement, un fait de délinquance est commis, un cambriolage, un pillage de commerce, un incendie volontaire de poubelles et autres, on ouvre une enquête. L'enquête, c'est assez simple. Soit on la traite dans ce qu'on appelle la flagrance, en flagrant délit, c'est-à-dire dans les quelques jours qui suivent, parce qu'on aura immédiatement identifié l'auteur, notamment grâce aux caméras, aux témoignages qui peuvent nous être rapportés, aux images qui sont aussi filmées par le public. Je parlais de continuum de sécurité tout à l'heure. Quand on a eu des tirs de mortier sur le secteur Beaugrenelle il y a quelques jours, sur des véhicules de police qui intervenaient sur une mission banale de sécurité publique, nous avons eu un habitant qui a très rapidement publié la vidéo de l'agression des policiers sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, alors c'est pas forcément le réflexe idéal, il est libre de disposer d'images, mais simplement le réflexe c'est surtout de les adresser au commissariat de police. Il y a une enquête qui est faite, il y a des policiers qui sont visés, ça peut être aussi des tiers, on adresse ces images, on a un geste, plutôt une démarche citoyenne pour participer à sa propre sécurité. Et sur le volet préventif, je l'évoquais, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce qu'effectivement ce sont 2 jambes, la répression, la prévention, et avec l'une et l'autre vous avancez. La présence policière dans les quartiers, les actions conjointes que l'on mène sur un certain nombre de secteurs, je ne vais pas les lister, mais enfin, secteur Falguière, nous avons rue Bargue, rue de l'Amiral Roussin, ça c'est les autres quartiers, on a également sur la rue de Vaugirard, on fait dans le secteur, j'évoquais, de la gare Montparnasse, l'avenue du Maine, on fait des actions conjointes qui visent tout type de délinquance, mais qui ont aussi un aspect préventif. La présence policière, notamment de policiers en tenue d'uniforme, si je l'arbore aujourd'hui, c'est parce que c'est ma tenue de travail, mais c'est aussi parce que j'en suis extrêmement fier, parce que c'est comme ça qu'on doit nous identifier, on doit être vu dans l'espace public. Ça rassure le citoyen, ça insécurise celui qui n'est pas véritablement un bon citoyen. Et puis, celui qui est tangent un peu entre les deux, il ne passera pas à l'acte. C'est véritablement le but aussi de ces patrouilles qui sont faites. Le secteur de la gare Montparnasse, le secteur des abords plutôt, là où vous résidez, c'est celui sur lequel notamment est engagée la brigade VTT du commissariat, un vecteur qu'on apprécie tout particulièrement, une unité que je souhaiterais renforcer dans les mois à venir, parce que c'est un vecteur qui est très rapide, qui leur permet de circuler partout, sans du tout connaître les embarras de circulation qui sont assez importants sur le 15e arrondissement, et où l'accessibilité du policier est beaucoup plus simple. Vous pouvez héler un véhicule de police, ça pose pas de problème, mais naturellement, on ira plus facilement vers un équipage à vélo ou un équipage à pied que vers un équipage en voiture. Et c'est pour ça que je souhaite développer sur ce territoire cette unité qui est très appréciée, qui est composée notamment de policiers qui sont très anciens et qui ont une grande connaissance du quartier et des différents interlocuteurs du territoire qui nous rapportent les méfaits qu'ils subissent. Effectivement, merci Monsieur le Commissaire. Il est nécessaire de rappeler que vous avez des effectifs au commissariat du personnel qui connaissent très très bien toutes les rues du 15e et que c'est un avantage vraiment excessivement important. Rappeler aux gens de ne pas hésiter,
d'appeler le 17 quand c'est nécessaire et de déposer plainte. Beaucoup de personnes qu'on rencontre nous disent j'ose pas porter plainte parce qu'on va savoir que j'ai porté plainte, j'ai peur de représailles. Je pense souvent à des commerçants. Il faut vraiment porter plainte. On va passer maintenant le micro dans la salle. Donc il y a un micro baladeur. Si les personnes veulent parler, levez la main. Le micro va arriver. Présentez-vous juste en quelques secondes et posez votre question ou faites votre commentaire ou analyse sur un sujet. Merci. Je suis habitant du quartier depuis déjà 34 ans et ma question s'adresse à Monsieur le commissaire Vallot, plus spécialement sur la sécurité. Depuis quelques années, je crois qu'il est possible pour les habitants du quartier qui habitent les immeubles collectifs de solliciter effectivement votre commissariat pour faire des visites pendant la période de vacances, où là, évidemment, les immeubles sont souvent vides. Pourriez-vous me donner quelques éléments, quelques précisions sur la manière d'agir ou de vous solliciter? Est-ce que c'est le syndic qui doit le demander? Est-ce qu'un copropriétaire peut le faire? Est-ce que ces visites peuvent être faites? Est-ce que vous avez les effectifs pour les réaliser? Et au niveau des clés, par exemple, pour le matériel, comment cela peut se passer? Merci. Je vous remercie beaucoup, monsieur, pour cette question. C'est un dispositif qui est relativement peu connu et j'en suis absolument navré. La police nationale, la préfecture de police, et même la police sur tout le territoire propose ce qu'on appelle l'opération Tranquillité Vacances. Elle est assez simple, vous allez sur Internet, alors vous allez souvent sur Internet aujourd'hui, hein, mais globalement quand on a un usage assez simple des téléphones portables, vous inscrivez vos périodes d'absence, quel que soit le moment de l'année, dans cette application, l'opération Tranquillité Vacances. Vous allez vous tapez ça dans n'importe quel moteur de recherche, ça va vous envoyer vers les sites soit de la préfecture de police, soit de la police nationale, et vous pourrez renseigner votre domicile, renseigner vos périodes d'absence, et ensuite ça génère une fiche auprès du commissariat que vous avez sélectionné, le commissariat de votre domicile, de façon à ce que l'on sache, nous, qu'à cette période de l'année, vous allez vous absenter. Comment ça fonctionne ? Soit les policiers qui sont effectivement en fonction au commissariat, soit pour certaines périodes qui sont un peu plus chargées, c'est-à-dire notamment les périodes de vacances scolaires, les vacances d'été, les vacances d'hiver, vous avez des réservistes de la police nationale qui sont employés pour travailler justement sur cette mission de l'opération Tranquillité Vacances, c'est-à-dire qu'ils vont vérifier l'intérieur des immeubles. C'est chaque copropriétaire ou locataire qui va s'inscrire lui-même, parce que à moins que vous soyez propriétaire de tout votre immeuble, quand vous allez vous absenter, vous aurez quand même des voisins qui seront là. Nous, on vient sécuriser et vérifier que l'accès à votre domicile n'a pas subi de dégradation ou qu'il y ait un cambriolage qui a été commis. Et il n'y a plus ce qu'il y avait il y a quelques années, une fiche de passage qui était laissée dans la boîte aux lettres. On a un logiciel dans lequel chaque policier, qu'il s'agisse d'un policier actif ou d'un policier réserviste, renseigne ses points de passage, il a sa feuille de passage pendant toute la journée et il a pour mission de faire effectivement ces vérifications. L'idéal, ce sont les copropriétés dans lesquelles vous avez des codes d'accès. Sinon, on va aller démarcher auprès du gardien d'immeuble ou des habitants pour pouvoir pénétrer à l'intérieur des parties communes et vérifier. Là aussi, quelque part, c'est un geste citoyen. Parce qu'en vous sécurisant vous-même, vous sécurisez aussi l'immeuble. Parce que de fait, quand un policier passe, il ne va pas s'intéresser exclusivement au 3e étage. Il va monter, il va regarder dans les parties communes. Et sa présence, la plupart du temps, nos policiers et réservistes travaillent en solo, donc ils travaillent en civil. Ils sont équipés évidemment d'une carte de police. Et ces policiers-là vont regarder ce qui se passe dans l'immeuble. Et rapporteront aussi évidemment l'information comme quoi ils sont passés, que l'appartement n'a pas subi de dégradation. Mais au-delà de ça, ils vont nous faire des rapports sur ce qu'ils constatent. Est-ce qu'il y a un accès à l'immeuble qui est laissé vacant? Est-ce qu'il y a des dégradations dans l'immeuble? Est-ce qu'il y a eu dans l'environnement de l'immeuble des personnes qui se maintiendraient dans l'espace public? Il y aurait une mine, ce que vous évoquiez, madame, qui se montrerait éventuellement agressif quand quelqu'un est amené à leur poser des questions ou simplement à les regarder. Voilà, c'est des éléments d'ambiance qui nous permettent aussi de prendre le pouls du territoire et derrière de réaiguiller le circuit de patrouille des équipages du 15e. D'autres questions? N'ayez pas peur de lever la main. Bonjour, merci. Je confirme votre intervention. Moi, j'en ai eu l'usage et c'est parfaitement fait, la surveillance des immeubles et des appartements. Voilà, vraiment, chaque année, je vais au commissariat central et je demande la surveillance
de l'immeuble que j'habite. Voilà. Et chaque année, il y a un travail de fait et très efficace et très positif. Pardon ? Oui, et très positif. Voilà. Donc, moi, je reviens sur la sécurité des habitants du quartier. Ça fait très longtemps que je vis dans ce quartier, ça fait une 60aine d'années, c'est vous dire. Je connais le quartier par cœur. Avant, je fais toujours de la marche à pied. Je n'ai pas de vélo, je n'ai pas de voiture. Voilà, je fais beaucoup de marche à pied ou des transports en commun. Maintenant, le problème, c'est la sécurité. Lorsqu'on rentre le soir, la nuit, moi, je ne rentre plus la nuit à pied. Voilà. Avant, c'était pas un problème pour moi. Parce qu'effectivement, on ne se sent plus en sécurité. Donc ça, c'est un sérieux problème, parce que je change les trajets. Par exemple, je ne prends plus du tout le boulevard pour rentrer de Montparnasse, je ne prends plus du tout le boulevard de Vaugirard, par exemple. Parce que là, il y a des bandes dont monsieur parlait, de personnes droguées, qui sont assez vindicatives. Moi, j'en ai pas peur, hein, personnellement, mais je préfère passer mon chemin, je dirais. Voilà. Hein. Donc je fais mon trajet par la rue de Vaugirard. En plus, l'éclairage est très très mauvais maintenant. Vraiment, avant, c'était mieux éclairé. Donc voilà, c'est un petit signalement comme ça où il y a une dégradation de la sécurité du piéton. Hein, parce que les motos, tout ça, ça fait n'importe quoi. Les gens ne respectent plus rien. Donc il y a un problème de civisme également. Et donc je crois qu'on n'intervient pas suffisamment pour, je veux dire, arrêter les petits jeunes, bon, pour leur faire un peu la leçon, sans vouloir voilà, les arrêter, etc. Mais ça devient très, très, très difficile. Voilà. Donc je voulais le signaler, mais vous le savez. Donc je parle au nom des personnes qui circulaient dans Paris avec une tranquillité, mais si on laisse la rue à la délinquance, eh bien, je reste chez moi. Moi, je vais parler pour la police municipale. Du coup, on fait des patrouilles régulières en véhicule le soir. Il y a à peu près 4 véhicules qui tournent, donc c'est sûr qu'on ne peut pas faire non plus tout le 15e quoi, avec 4 véhicules. Mais c'est bien aussi pendant les groupes en partenariat opérationnel, le GPO, de nous cibler les endroits où vous pensez qu'il y a le plus d'insécurité. Je suis désolée, on n'est pas là pour faire votre travail. Non, c'est pas faire notre travail, c'est au moins remonter. Je suis désolée. À vous écouter, vous faites tout très bien. Moi, je suis désolée, c'est pas tout très bien. Non, mais je dis pas non plus que tout est très bien. Rien n'est jamais parfait. On peut toujours s'améliorer et on est là justement pour s'améliorer, pour en parler ensemble. Il faut entendre quand même les habitants du 15e. C'est tout. C'est très simple. Enfin, mais madame, justement, c'est de l'intérêt de signaler un endroit. C'est de l'intérêt de signaler un endroit. Les réunions GPO à laquelle je participe, groupement de partenaires opérationnels, très souvent, des représentants de conseils de quartier évoquent, par exemple, le point, je vais le faire demain, votre sujet, et la police va dire, mais c'est un point précis non signalé. Monsieur, on a signalé un trafic de drogue, rue Falguière, dans la petite impasse, là. On l'a signalé plusieurs fois. Bon, je passe souvent dans cette petite rue. Je dis, bon, ils sont là, tranquilles, personne ne vient les surveiller. Je ne comprends pas. Et nous l'avons signalé l'an passé, plusieurs fois. Donc, voilà. Bon, on connaît, nous. Moi, le quartier, je connais ces petits jeunes, ces petites bandes, ils fument dans la rue, au sortir du lycée, ils se mettent là dans la petite rue, etc. D'accord, mais il n'y a aucune surveillance. Vous parlez de quelle rue exactement, s'il vous plaît ? Petite rue, là, la petite rue. Excusez-moi, rue de Vaugirard. Rue de Vaugirard, en venant de Pasteur, rue de Vaugirard, première à droite. La rue. Rue du Lac ou. Oui, c'est ça. La rue du Lac. Bon, donc, c'est une rue où peu de gens passent, très peu de gens passent. Et là, il y avait un petit foyer. Donc, on ne va pas être là en train de vous appeler systématiquement, de signaler. Le civisme, c'est de notre part, mais c'est aussi de la part des autres. Si vous estimez qu'il y a justement un problème qui risque d'être grave, c'est là qu'il faut appeler.
Oui, oui, on l'a signalé, monsieur, ça y est, on a appelé. L'an dernier, on l'a fait. C'est On toute va la pas appeler difficulté. tout le temps. Je ne crois pas vous avoir dit que c'était parfait, parce que sinon Oui, vous auriez bien vu une sûr. auréole s'allumer. Et... Non, c'est pas vrai. Je suis loin de là, et c'est pas mon propos. Si on est là ce soir, c'est parce que je sais qu'on a toujours une marge de progression. Et parfois, elle est importante. Dans le métier qui est le nôtre, aux policiers municipaux et aux policiers nationaux, on sait pertinemment que les progrès d'hier ne sont pas les vérités d'aujourd'hui. Et que ce qui a été amélioré, le dealer qui aura été interpellé, la structure aura été affaiblie momentanément, parfois elle aura été annihilée. En revanche, à partir du moment où le consommateur de produits stupéfiants, parce que c'est un point de deal que vous évoquiez, à partir du moment où le consommateur est toujours là, il y aura effectivement un pourvoyeur de ces substances mortifères pour lui fournir ce dont il a besoin. Il y a une adaptation très claire des trafics de stupéfiants aujourd'hui, avec ce qu'on appelle une ubérisation. On parle d'ubérisation dans plein de domaines. On labellise, on utilise plutôt ce label pour parler d'une démarche qui est fondée aujourd'hui sur l'usage des réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, le principal vecteur de livraison de produits stupéfiants, ce sont des trafiquants qui se déplacent avec une multitude de substances diverses et variées, de substances illégales, pour aller livrer jusque chez vous, à votre demande, les substances que vous voudriez, pour passer un joli vendredi soir, un jeudi soir, un mercredi soir. Et effectivement, les policiers, chaque jour, sont en filature de ces individus-là, quels que soient les secteurs. Il y a eu effectivement un certain nombre d'interpellations qui ont été faites dans votre quartier, notamment pour des trafics de produits stupéfiants, et pour lesquels on a pu avoir, en général, de la part de l'autorité judiciaire sur les trafics de stupéfiants, il y a une réponse pénale forte. Et sur ces individus-là, il n'en demeure pas moins qu'on sait pertinemment, le symbole de la brigade des stupéfiants à Paris, c'est l'hydre. Je ne vous fais pas un dessin, vous coupez une tête, il y en a 2 qui repoussent. Bon, pour autant... pour nous, c'est effectivement, et le ministre de l'Intérieur l'a rappelé, c'est la mère des batailles. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'effectivement, derrière ces trafics, ce sont des êtres humains qui vont derrière se créer des réseaux, asseoir une assise sur un territoire et aussi entrer en concurrence avec les institutions de la République, avec d'autres territoires et générer des actes de malveillance, des actes de délinquance, voire de la criminalité organisée de plus en plus forte. Donc on ne lâche pas les territoires. Les secteurs que vous évoquez, on sait que c'est très fragile. J'évoquais la proximité de la gare. À partir du moment où on est capable d'irriguer toute la façade ouest de la métropole, on sait qu'effectivement on deal aussi sur Paris. Et on deal de la cocaïne, de l'ecstasy, des différentes substances. C'est toujours le cas, c'est pas forcément au sortir des lycées. Je ne veux pas stigmatiser l'établissement, d'autant qu'on a d'excellentes relations avec la chef d'établissement, qui est très vigilante à ce qui se passe dans son entourage. Chaque début d'année scolaire, tout à fait, chaque début d'année scolaire, dans les locaux de la mairie d'arrondissement, sous la présidence de votre adjointe en charge de l'éducation, on réunit les chefs d'établissement de tous les niveaux pour évoquer les actions de prévention à mener dans les établissements, ce que la police nationale propose au bénéfice des enseignants et des jeunes qui y sont scolarisés, mais aussi créer ce lien. Chaque chef d'établissement du 15e arrondissement, collège, lycée, a mon numéro de portable. Et je puis vous dire qu'ils n'hésitent pas, sur toutes les problématiques qu'ils rencontrent, à nous solliciter. Et nous, on n'hésite pas surtout à leur apporter une réponse qui est immédiate. Et quand ils supputent, ne serait-ce que suppute un trafic, systématiquement, c'est la brigade anticriminalité qui est engagée et qui déploie effectivement ses équipages pour faire ces surveillances que vous évoquez, madame, et procéder aux interpellations. Et c'est assez régulier, et pas forcément dans l'environnement des établissements scolaires aujourd'hui. Alors, juste un mot. Vous avez parfaitement raison de vous insurger et de faire remonter les informations. Nous, on est là en totale transparence. C'est pour ça qu'on fait cette réunion et que votre conseil de quartier a choisi la sécurité à l'ordre du jour. Et vous avez ici, à part la justice, ce qui est embêtant, mais c'est comme ça, les partenaires principaux de la sécurité qui vous entendent et puis qui vous disent aussi quelle est leur action, forcément. D'abord, il faut dire que dans ce quartier, il y a 2 sujets importants.
qui favorisent la délinquance. Excusez-moi de le dire comme ça, je vais parler cru, mais il ne faut quand même pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a d'abord la gare. Les gares sont criminogènes. Toutes les gares, dans tous les pays du monde, sont criminogènes. Voilà. Donc on a beaucoup de délinquance importée par la gare Montparnasse. Et d'une. Deuxièmement, il y a une forte concentration ici de familles en très grande difficulté, de logements sociaux, où nous avons là des familles qui posent des problèmes et qui y habitent. D'ailleurs, je précise parce qu'on essaie de traiter les problèmes, avec la ville de Paris, le procureur et la préfecture de police ont signé il y a quelques mois une convention pour expulser des logements sociaux des personnes qui y habitent et qui se livrent à des trafics ou à des actes délictueux au détriment de la population. Ce sont des biens publics, c'est quand même fort de café qu'en plus ceux qui les habitent commettent des actes de délinquance. C'est inadmissible. Donc moi, je soutiens à fond l'expulsion des familles qui sont des familles de trafiquants qu'on connaît. Et d'ailleurs, il y en a un certain nombre. Déjà, il y a plusieurs affaires qui sont en cours. Sur le 15e, c'est très récent, hein, mais je pense que ça va quand même se savoir. Et donc peut-être qu'il y en a qui feront peut-être un peu plus attention dans la responsabilisation de ces personnes, soit la responsabilisation des parents, soit celle des délinquants qui bénéficient d'un bien public, un logement social, et qui n'ont évidemment pas le droit de se livrer à des actes délictueux. C'est une première chose que je voulais dire, parce que c'est quand même là l'origine des choses. Deuxièmement, le trafic de drogue, c'est comme le disait le commissaire, c'est une hydre à plusieurs têtes. Je vais vous citer un chiffre. Sur le 15e, en octobre, enfin oui, le cumul 2023, il y a eu 1354 interpellations pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. C'est-à-dire qu'on a 1354 personnes qui ont été interpellées dans le 15e. C'est en augmentation par rapport à l'année 22 de 27%. À 27%, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que le trafic a augmenté de 27%, c'est-à-dire que l'action de la police et d'interpellation, c'est ce qu'on appelle la proactivité de la police, a augmenté. Ça veut dire que la police a porté davantage ses efforts en 2023 encore sur l'interpellation des trafiquants. Et sur le mois d'octobre, les derniers chiffres que nous avons, c'est 180 interpellations, ce qui n'est pas négligeable, évidemment, avec une augmentation aussi de 27%. Le commissaire sait bien que le trafic de drogue la lutte contre le trafic de drogue et l'usage d'ailleurs de stupéfiants est une priorité, et donc il met davantage d'effectifs. Je ne cesse, moi, en tant que maire, d'aller voir le préfet de police. Encore récemment, vous êtes témoin, puisqu'on a vu une réunion ensemble, pour réclamer des effectifs supplémentaires. Même si on sait qu'en plus des effectifs des 300 et quelques, 350 policiers du 15e, nous avons les services centraux de la préfecture de police, auxquels nous pouvons faire appel. Il y a un certain nombre d'opérations d'envergure qui sont menées avec des unités de la brigade des stupéfiants ou d'unités de ce type, ou de la police judiciaire, etc. Donc il y a des services centraux aussi qui nous appuient. Mais le trafic de drogue est tellement lucratif, un point de deal, ça permet d'enrichir des trafiquants, évidemment, de façon considérable, qu'à partir de là, évidemment, il y a beaucoup de trafic. Et je le sais, pas que sur ce quartier, pas que sur cette rue que vous évoquez, dans un certain nombre d'autres sites du 15e, il y a des interpellations, il y a des gardes à vue, il y a des déferments au parquet, il y a voire des peines d'emprisonnement, etc. Mais un certain nombre de trafiquants. Et puis voilà, ensuite, il y en a d'autres qui arrivent, qui prennent la relève. Et c'est une action continue, permanente. Et c'est vrai que les points de deal, on les connaît. Simplement, il faut aussi monter des dossiers pour la justice. Vous imaginez bien que ce n'est pas un policier, un gardien de la paix en uniforme qui va passer à côté d'un point de deal et puis qui va résoudre le problème. D'ailleurs, auprès des lycées, etc., ce sont évidemment des personnes en civil. Parce que les gens ne commettent pas des infractions sous les yeux des gardiens de la paix qui passent devant eux, hein, forcément. Donc, c'est des unités en civil, genre brigade anticriminalité, qui font un travail énorme dans le 15e, qui passent leur temps à circuler dans les rues, près des points de deal, pour essayer de faire des interpellations en flagrance. Mais c'est un travail de fourmi, quoi, ça c'est vrai. Deuxièmement, sur les plans de la circulation des motos, etc., ça ne nous a pas échappé que nous avons complètement débarrassé, enfin complètement en tout cas, nous avons débarrassé de ces motos l'esplanade centrale du boulevard de Vaugirard, et nous avons créé 600 emplacements de motos sur la voie publique à la place, de façon à planter le boulevard de Vaugirard, en faire une promenade. Alors, il y a encore des gens qui viennent en infraction, mais la police municipale a des instructions
non seulement pour verbaliser, mais pour enlever les motos aussi, les 2 roues motorisées qui sont en infraction. Alors ça, c'est évidemment une affaire aussi permanente parce que les gares attirent beaucoup de voyageurs, c'est normal. Les gens viennent en moto, en vélo, etc. Ils ne se garent pas toujours de façon régulière. Mais il y a une action aussi qu'il faut compléter, qu'il faut intensifier, aussi bien en lutte contre le trafic de stupéfiants, effectivement, c'est la mère de la délinquance, et puis aussi de circulation, de verbalisation du stationnement, des infractions. Moi, je vois le boulevard de Vaugirard, c'est une catastrophe, la circulation du boulevard de Vaugirard. Il est bouché en permanence, parce que le couloir de bus ne sert à rien, étant donné que déjà les taxis, sur 200 mètres, attendent pour tourner à l'intérieur de la gare, et ils attendent où ? Sur le couloir de bus. Donc ça fait déjà un bouchon, sans compter les voitures qui font de la dépose pour les gens de la gare. Alors évidemment, ils disent mais non, j'en ai pour 2 minutes, je dépose quelqu'un avec une valise. Oui, mais comme c'est toute la journée, c'est en permanence embouteillé. Alors, moi j'avais proposé une caméra de vidéo-verbalisation dans ce couloir de bus, mais tant qu'il y aura les taxis, c'est pas possible. Et comme les taxis n'ont pas de place à l'intérieur, et ben voilà le cirque. Alors, c'est vrai qu'on va essayer de modifier tout ça. Il y a une opération. Alors bon, excusez-moi, je dérive un peu, et puis on n'a pas le temps d'en parler. Une opération d'urbanisme très importante, comme vous le savez, sur ce secteur Montparnasse, qui va voir le jour, j'espère, prochainement. Mais enfin, en tout cas, il y a beaucoup de problèmes d'urbanisme et des techniques. Déconstruction, reconstruction de la tour, modification de la dalle, du centre commercial, de tout ça, plantation de 1000 arbres quand même, entre le Parvis et la rue de Rennes, et modification des entrées de la gare. Parce qu'il y a des points de dépose sauvages du côté 14e rue du Départ, commandant Mouchotte, et puis du côté boulevard de Vaugirard, évidemment. Donc ce que la SNCF, avec nous, Ville de Paris, on va essayer de faire, c'est de ramener l'entrée des véhicules dans la gare, comme ça devrait être le cas, mais personne ne sait qu'on rentre par là, sur l'arrière, place des 5 Martyrs du lycée Buffon, vous voyez, et sur cet espace, puisque c'est là qu'il y a une entrée de véhicules pour les gens qui veulent faire de la dépose minute. Encore faut-il le connaître, parce que personne ne le sait, c'est mal indiqué, donc il faut revoir tout ça. Donc c'est dans cette direction que sur le plan de la circulation autour de la gare qu'on va s'orienter. Mais bon, voilà, ce sont des choses compliquées à faire. D'autres questions ? Madame ? Oui, moi je vais vous parler de quelque chose que toute la journée, je marche énormément. Et c'est les utilisateurs de vélo qui m'empoisonnent la vie. J'ai été bousculée plusieurs fois en étant sur des passages piétons. Et l'autre fois, j'ai un parking au 201-203 rue de Vaugirard, donc où la police municipale... Bon. Et j'ai demandé à un moment donné à des policiers, j'ai dit, mais enfin, vous faites rien, je viens juste d'être bousculée. Elle me dit, ah madame, elle me dit, mais on ne peut pas faire, ils passent dans tous les sens. Et puis le problème, c'est que les vélos, ils passent dans les 2 sens, c'est infernal. Il faut drôlement faire attention. Moi, j'avoue que je ne suis pas en sécurité. Je ne vous parle pas de... Voilà. Je vous parle d'un problème tout bête, mais je ne suis pas en sécurité et je marche beaucoup. Je suis désolée. Voilà. Entièrement d'accord, madame. Entièrement d'accord, madame. Et la police municipale et la police nationale font des contrôles, des opérations coup de poing, mais il faudrait en faire en permanence. Donc, monsieur le commissaire ou police municipale ou monsieur le maire peut effectivement compléter et répondre. Alors, moi, Dieu sait si je suis favorable au développement du vélo en ville et qu'on fait beaucoup dans l'arrondissement, et je crois qu'on pourrait faire encore plus, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Déjà, et d'une, ce serait pas mal si on écoutait parfois les élus locaux qui peuvent avoir des choses à dire et qui peuvent, par exemple, dire que des pistes bidirectionnelles comme celle qu'on a créée de Vaugirard, c'est ni fait ni à faire. D'ailleurs, allez en Europe, vous n'en trouverez dans aucune ville d'Europe. Parce que c'est hyper accidentogène. Excusez-moi, vous êtes jeune, mais pour les personnes d'un certain âge qui ont des difficultés à se mouvoir, qui n'ont pas la même vision, etc., et qui sont en difficulté sur le plan de la santé, pour traverser la rue de Vaugirard, je veux dire, c'est le parcours du combattant. Si elles y arrivent, moi je donne la médaille d'honneur de la mairie du 15e si elles y arrivent sans se faire renverser. Entre les pistes cyclables dans les 2 sens, le couloir de bus, les voitures, etc., chapeau. Les livraisons qui sont sur les trottoirs, les camions, c'est un non-sens.
Je me suis battu, vous le savez, pendant toute cette période qui a consisté pour la ville de Paris à vouloir cette piste bidirectionnelle. Nous, ce que nous voulions, c'est une piste unidirectionnelle. Comme rue Le Courbe, il y en a une dans un sens, c'était logique qu'il y en ait une dans l'autre sens, rue de Vaugirard, puisque les deux rues sont parallèles. Alors évidemment, ça ne donnait peut-être pas toute satisfaction aux cyclistes. Mais je veux dire, moi, ce que j'ai dit à la maire de Paris, qui ne m'a pas écouté, c'est que nous avions là pas que des cyclistes en ville. C'est très bien d'aider les cyclistes et de faire des autoroutes à cyclistes, sauf qu'il y a aussi des habitants. Il y a des gens qui habitent là. C'est bouché en permanence maintenant de la rue de Vaugirard. Donc la pollution est à son comble. Les klaxons, les livraisons, les camions de secours de police ou de pompiers qui ne peuvent pas passer, les poubelles qui ne savent pas comment ramasser les légumes. Enfin bref, c'est un bordel inextricable qu'on a créé volontairement. Et donc ça ne marche pas. Alors oui, c'est vrai qu'il y a 2000 cyclistes qui passent là-dessus. C'est très bien pour eux. Mais il n'y a pas que les cyclistes qui existent en ville. Surtout, moi je pense qu'il faut essayer, quand on a des projets de ce type, de concilier les différents usages de la voie publique. Là, on a décidé 100% cyclistes. OK, c'est un choix. Sauf que ça rend la vie impossible pour des milliers d'habitants de la rue de Vaugirard. Alors, ce n'est pas toujours comme ça, heureusement. Mais là, c'est vraiment le pire. Donc, la police municipale, la police nationale, d'abord, la police nationale a autre chose à faire, excusez-moi de le dire. Alors, quand on parle de trafic de drogue, moi je préfère qu'on s'occupe du trafic de drogue plutôt que des cyclistes, excusez-moi, mais je fais des choix aussi. Quand on a des denrées rares et précieuses que sont les policiers, on les amène sur les missions qui sont les missions principales. Quant aux policiers municipaux, ils sont quand même qu'une cinquantaine pour une ville de 240 000 habitants, plus grand que Bordeaux. Ça veut dire qu'ils sont 10, 15 à un instant T sur la voie publique dans une ville plus grande que Bordeaux. Alors vous imaginez bien que vous avez de la chance, si je peux dire, parce que vous habitez juste là où ils ont leur poste de police, quoi. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas assez difficile, c'est pas assez long. Non, ce qu'il faudrait, c'est aussi que il y ait de la vidéo-verbalisation pour tout le monde. Alors quand même, au conseil d'arrondissement de lundi, nous allons voter le plan piéton. La ville de Paris a décidé un plan piéton, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, avec une cinquantaine de mesures. Encore faut-il qu'elles soient appliquées, avec, je crois, 300 millions d'euros à la clé pour améliorer la vie des piétons à Paris. Il y a de quoi faire. Et moi, je vous le dis, je vais annoncer aussi, puisque nous avons décidé de le faire il y a un certain temps, le temps de mettre en place, un comité piéton dans le 15e, comme on a un comité vélo d'ailleurs, qui se réunit pas assez souvent parce qu'il y a tellement de comités, on a du mal. Mais enfin, on a un comité vélo pour évoquer les questions de vélo. Et là, on s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème de piétons, donc on crée un comité piéton. Alors, il y aura des habitants aussi qui en feront partie. Enfin, ceux qui sont candidats, n'hésitez pas. Il y aura un certain nombre de personnes, parce que si on veut travailler sérieusement, on ne peut pas être 200 non plus. Mais enfin, voilà, un comité piéton va se mettre en place aussi à la mairie du 15e pour traiter justement de façon spécifique les problèmes des piétons. Très brièvement, avant de céder la parole à ma voisine qui est très impliquée sur le sujet, nous, ça remonte à plusieurs années. Fort du constat qu'en fait, l'usager le plus faible dans l'espace public, c'est le piéton. Et là, je vous le dis de manière très claire et affirmée, c'est le piéton. Je suis haineux de personne. L'espace public est à tout le monde à partir du moment où on en fait un usage raisonné. Fort du constat qu'effectivement l'usage n'est pas forcément raisonné dans notre magnifique pays, effectivement, les forces de police ont été engagées, d'abord en solo et dorénavant avec le soutien de la police municipale, qui elle aussi mène ses propres actions, sur cette thématique de la priorité aux piétons. Et ça s'est fait sur les pistes cyclables, ça s'est fait non pas à destination des cyclistes, mais des cyclistes contrevenants. Parce qu'encore une fois, parmi chaque population, il y a des gens très bien, et puis il y en a d'autres qui enfreignent les règles. Et c'est à partir de ce moment-là, ça a généré beaucoup d'incompréhension, beaucoup de remarques, notamment sur les réseaux sociaux, assez acerbes à l'endroit des policiers, en disant « vous n'avez pas que ça à faire, pourquoi vous attaquez les vélos ?» etc., etc. Non, on n'attaque pas les vélos, on attaque le comportement de quelques-uns qui, au volant de leur vélo, qui sont de plus en plus rapides, méprisent les règles élémentaires du code de la route. Il y a des règles qui ont été conçues, adaptées dans le code de la route pour permettre justement la circulation des cyclistes, mais dans le respect des autres usagers, à commencer par les piétons. Et effectivement, il y a au moins une opération par semaine qui est organisée par le commissariat, là je ne parle que pour le commissariat, et qui se fait dorénavant avec le concours de la police municipale.
Oui, c'est un peu tout de toute façon. Nous, c'est régulièrement aussi, on a des thématiques justement pour la protection. On m'entend pas ? On a des thématiques sur la protection des piétons. Très régulièrement, c'est une journée sur tout Paris. Donc c'est tolérance zéro justement pour la protection des piétons. Et pour tous les piétons, tous les styles d'infraction, comme vous dites, les vélos aussi qui roulent sur le trottoir. Voilà, pas spécialement sur les pistes cyclables. Mais c'est vrai que pour en revenir à cette rue de Vaugirard, c'est vrai que c'est un peu notre bête noire. Et c'est très, très, très fréquemment qu'on fait des contrôles routiers, des gros contrôles routiers, justement, à 80 verbalisations, 100 verbalisations, sur cette rue. Et malheureusement, c'est fréquent aussi qu'on voit des accidents. Nous, on est basé au 221 rue de Vaugirard. Et c'est très souvent et tout que c'est arrivé que les gens se fassent renverser. Voilà. Mais oui, bah oui, ça va après du moins grave au plus grave, mais c'est vrai que... Et pourtant, je vous dis, ça, c'est vraiment très, très, très régulier qu'on fait des gros contrôles routiers sur cette rue. Madame, une question ? Oui, juste pour finir sur ce sujet, j'ai remarqué au croisement rue de Vaugirard, boulevard Montparnasse, il doit y avoir un problème de synchronisation des feux de part et d'autre. Ce qui fait que quand les vélos ils partent de l'autre côté du boulevard, ils sont encore au vert, il faut l'espérer en tout cas pour certains d'entre eux. Et puis le temps qu'ils traversent, c'est le moment où nous on s'élance comme piétons et là ils arrivent à fond. Et ça c'est très dangereux. Donc la question de la synchronisation des feux peut-être résoudrait certains problèmes. Non. Je dis aussi qu'à cette intersection-là, il y a un tourné à droite qui bloque toute la rue de Vaugirard. Parce que le tourné à droite laisse passer 3 voitures, il y a un feu sur la droite tout de suite, et du coup, ça ne passe pas. Ça fait un bouchon dans la rue de Vaugirard. Enfin, il y a quand même des sujets de régulation des feux aussi. Oui. Et rue du Docteur Roux. On l'a dit en conseil. Ouais. Donc il y a quand même des gros problèmes de régulation des feux à plusieurs carrefours. Une question ? Oui, merci. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'installer quelques ralentisseurs, précisément, notamment sur la piste cyclable de la rue de Vaugirard, des ralentisseurs notamment un tout petit peu en amont des feux, ce qui permettrait peut-être déjà de ralentir la vitesse, et puis aux cyclistes potentiellement de s'arrêter quand il y a un feu rouge ? C'est une très bonne idée. D'ailleurs, nous sommes un certain nombre à le proposer. C'est une proposition que nous allons faire au Conseil de Paris, qui va donc adopter ce plan piéton dans 15 jours. Il y a tout un tas de propositions. Ça, ce n'est pas dans le plan piéton actuel, tel qu'il est proposé par la mairie de Paris, mais on est un certain nombre à faire des amendements. Et il y aura donc un amendement pour avoir des ralentisseurs aussi sur... puisque ça ne veut pas dire que ce sera adopté. Parce que le vélo, c'est sacré quand même. Hein. Mais voilà, à juste titre, sûrement. Mais disons que voilà, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des problèmes. Il ne faut pas confondre la volonté de développer le vélo, qui est commune à nous tous, et puis de laisser faire n'importe quoi. Il faut aussi qu'il y ait une régulation et que tout le monde respecte les règles. Or, c'est ça qui pêche chez un certain nombre de cyclistes, c'est qu'ils ne respectent aucune règle. Il n'y a pas que d'ailleurs, hein, on parle pas des voitures, j'en parle pas, mais enfin bon, c'est aussi un sujet. Mais voilà, donc, et d'ailleurs ils se mettent en danger, énormément. Hein. Le sujet des ralentisseurs de pistes cyclables, rappelez-vous, on l'avait évoqué en conseil de quartier en parlant d'une rue qui ne fait pas partie de notre découpe, mais on avait cité l'exemple de la rue de Sèvres, en plus devant l'hôpital Necker et voie de bus, où les piétons qui veulent prendre le bus se font... je ne vais pas dire coupé en deux par les vélos, mais c'est limite ça. Donc effectivement, le ralentisseur, et la vitesse, elle est limitée à 30 km/h pour tous les véhicules, mais y compris les vélos électriques. Et je parlais des vélos électriques et des trottinettes qui roulent à 70 km/h, voire plus. Je suis désolé, ça mérite une sanction et lourde. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, parce que nous sommes pris quand même par le temps qu'on doit lever la séance à 21h, qui est quasiment 21h. Madame ? Juste une toute petite question. Une toute petite question pratique. Tout à l'heure, vous nous avez donné une adresse email très bien pour la structure de tolérance et tracas du quotidien. Est-ce qu'il y en a une un peu plutôt pour lorsqu'on on a parlé vélo, mais est-ce qu'on relève qu'il y a un petit risque sur la voie publique parce qu'il manque un miroir, des choses comme ça. Je sais que juste pour les signaler, pour quand c'est possible de les traiter.
Il y a l'application que je recommande et qui est excellente. Je la fais très souvent quand des voisins me signalent un fait. C'est l'application Dans ma rue, qui est vraiment très très bien. Il y a une réponse. Alors des fois, il y a une réponse que c'est traité alors que c'est archi faux. Donc je monte au créneau. Je vais citer un exemple d'un lampadaire que j'essaye de faire changer par le délégataire Cielis, qui est enregistré en panne depuis juin 2022. Ça fait 17 mois. Et l'ampoule n'est toujours pas changée, mais j'insiste tous les jours pour qu'elle soit changée. Mais dans ma rue, c'est vraiment excellent parce que ça crée une fiche selon les services concernés, propreté, voirie, éclairage, police municipale, et ça remonte. Alors il faut joindre la demande ou le sujet que vous évoquez en mettant des photos, et surtout si vous mettez une photo, ne mettez pas, il ne faut pas qu'il y ait des personnes avec le visage qu'on peut reconnaître. Donc moi on m'a reconnu parce que j'étais à côté, mais... Je voudrais juste dire un mot là-dessus, c'est très bien fait, même si les services n'ont pas forcément le temps et la possibilité de tout traiter, mais votre intervention va directement dans le service. Et donc il y a une feuille de route de la patrouille ou de l'équipage qui part, etc., et qui essaye de traiter. Voilà. Pour l'éclairage, vous faites bien en parler, parce que dans le plan piéton, il y a aussi des mesures concernant la rénovation de l'éclairage public. On a un éclairage public très défaillant. Moi, par exemple, je sais que dans le 15e, si on voulait que l'éclairage public soit... à niveau, sinon il faudrait investir 20 millions d'euros, que je n'ai pas. Voilà, donc c'est très clair. Même si aujourd'hui, la ville de Paris a décidé d'augmenter de façon assez considérable son budget pour l'amélioration et la rénovation de l'éclairage public, tout en sachant que, évidemment, c'est peut-être ça que vous disiez tout à l'heure, comme c'est moins éclairé, c'est parce que maintenant c'est des LED. Hein. Ça permet 80% d'économie d'énergie aussi. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Hein. On fait même quelque chose d'expérimental dans le 15e. C'est le 15e qui l'expérimente. Ça a commencé rue Bourdelle et puis c'est maintenant autour de la mairie. C'est le smart lighting, c'est l'éclairage intelligent. C'est-à-dire que la nuit, l'éclairage ne s'allume que quand vous passez devant. Alors là, ça économise 90% d'énergie, quoi, puisque bon, les rues qui sont éclairées toute la nuit, dans les petites rues, il n'y a pas beaucoup de passages, c'est pas très utile. Ce qui est utile, c'est quand quelqu'un passe, une voiture ou un piéton, quoi. Donc là, ça a été expérimenté rue Bourdelle. Ensuite, on l'a mis en place autour de la mairie, dans toutes les petites rues, autour de Saint-Lambert, vous voyez, l'église Saint-Lambert. Et puis la ville de Paris a décidé de l'étendre maintenant partout. Enfin, partout, on ne va pas mettre ça sur les Champs-Élysées, évidemment. C'est dans les rues où il n'y a pas de passage. Parce que sinon, ça ne sert à rien, quoi. Très bien, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais nous avons dépassé le temps de 21h. Juste rappeler, dernier petit point de tranquillité et sécurité, on arrive au mois de décembre, il y a des ventes, il y a les étrennes, juste avant d'arriver au conseil de quartier, alors c'est pas on vous donne pas des étrennes, mais juste avant de partir, ça fera... Non, mais pourquoi pas, moi j'ai pas de calendrier sur moi, mais il y avait une personne qui tapait à la porte dans tous les immeubles, alors il faut pas ouvrir, parce que maintenant la physionomie des personnes a changé, c'est pas juste... C'est les étrennes pour les éboueurs de la ville de Paris, ça n'existe pas, ils ne font pas la quête, mais maintenant ce sont des attaques violentes. C'est-à-dire vous ouvrez, il y a 3 personnes derrière qui poussent la porte et qui vous cassent la figure et qui vous cambriolent. Donc faites attention vraiment, vraiment à cela. Mais ils n'ont pas à faire, c'est interdit, c'est des faux, c'est des escrocs. Ce sont des faux. Absolument. Les seules personnes qui font vraiment les ventes de calendriers, c'est les sapeurs-pompiers, mais qui sont connus. Ils ont leur camion et puis ils sont là, au pied de leur camion. Et le personnel de la Poste, mais qui affiche dans l'immeuble avant avec une carte. Tous les autres, ils n'ont pas le droit de faire la quête. Donc à la limite, vous les voyez. Oui, à part les pompiers, bien sûr. Donc faites attention, effectivement, à cette période. Voilà, je pense qu'il me reste plus qu'à remercier l'ensemble des nouveaux conseillers de quartier, ceux qui étaient déjà, vous, tout le public. On est à votre disposition par le biais d'adresse mail. C'est important de pouvoir recevoir vos interrogations, vos questions et puis vos suggestions. Donc vous avez noté le 8 décembre, c'est ça, c'est-à-dire le 8 décembre, 17h, rendez-vous au métro Pasteur pour les inaugurations
les luminaires de Noël qui sont offerts par les commerçants, parce qu'il faut rappeler que les lumières de Noël, ce sont les commerçants qui nous les offrent. Donc un grand merci à eux. Merci à monsieur le commissaire de sa présence, madame Balanec pour la police municipale. Et je vous dis à très bientôt. Merci. La séance est levée. Merci à vous.